va commencer doucement, en laissant ce que la pluie a effrayé arriver un peu en retard. Alors en fait, on va rectifier un tout petit peu le titre. Je ne sais pas pourquoi on a eu un moment d'absence mentale, je pense à deux. Au début, notre titre, ça devait être « La ritualité a-t-elle encore un sens ?» ou « La ritualité a-t-elle aujourd'hui un sens ?» Donc vous verrez que la ritualité religieuse, elle est à l'horizon, mais que ce n'est pas que d'elle dont on va parler. Alors vous voyez bien, la question elle est simple, c'est que les rituels religieux continuent de fasciner, mais d'autant plus qu'ils sont exotiques, folkloriques, j'allais presque dire ethnologiques. On peut pas parler de la pratique religieuse en France, en Europe, montre bien que la ritualité religieuse, en tout cas, elle a quantitativement perdu pas mal d'adeptes, qu'elle n'a pas l'air de constituer quelque chose d'absolument central, ni dans la société d'aujourd'hui. Et l'Église, soyons clairs, sur ce terrain-là, n'a pas l'air totalement convaincante. Benoît XVI aime bien la liturgie un peu classique. Jean-Paul II aimait plus d'innovation liturgique, très bien. On ne voit pas non plus les catholiques excités autour de la ritualité, sauf certaines communautés plus traditionnelles, qui conservent, avec d'ailleurs, tant mieux d'ailleurs, mais un respect. Enfin, c'est des micro-groupes quand même. Voilà. Alors ce dont je voudrais vous parler, c'est du coup du fait que, avant de pouvoir juger, de savoir que veut dire cet effacement de la ritualité religieuse, est-ce qu'elle a encore une place ? Il me semble que ce qui est de plus en plus clair, c'est que la ritualité n'a jamais été aussi forte qu'elle l'est en Occident, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Nous n'avons jamais été dans un système rituel aussi puissant, et j'allais dire qui n'a absolument rien à envier par sa puissance à la ritualité religieuse, à ceci près qu'il est, vous allez le voir, très profondément ambigu, ambivalent, voire aliénant et pervers. Pourquoi est-ce que la ritualité n'a jamais été aussi forte qu'elle l'est aujourd'hui en Occident ? Parce que la présence de l'image n'a jamais été aussi forte. L'image est d'une manière de plus en plus... Alors, elle l'est déjà depuis les années 70, mais elle est aujourd'hui de manière avérée, c'est-à-dire qu'il faut être aveugle pour ne pas voir l'image, mais après on verra que ça fait partie de la stratégie rituelle de l'image symbolique contemporaine que d'aveugler ses adeptes. On est dans une omniprésence de l'image symbolique. Ça m'avait beaucoup frappé. J'ai travaillé à un moment donné pour sur les publicités, notamment qu'il y avait dans les journaux, sur la symbolique religieuse et philosophique. C'est la symbolique chrétienne, religieuse et philosophique de la publicité. Et on pourrait faire ça aujourd'hui. 100% de la publicité française est marquée par une théologie catholique la plus pointilliste qui soit, par une visée religieuse permanente, par des obsessions philosophiques de type métaphysique sans cesse présentes, et par la manipulation des symboles religieux traditionnels absolument partout. Voilà. Je n'ai pas le temps de vous le montrer, tous les sémioticiens savent ça, tous les gens qui travaillent dans le monde de la pub le savent. Voilà. Donc en gros, l'image, elle est partout. Et elle est d'autant plus efficace qu'elle est devenue inconsciente. Les gens vous disent oui, la publicité ne m'influence pas. Si vous voulez, c'est comme de dire que que vous pouvez respirer sans oxygène, quoi. C'est aussi bête, c'est parfaitement stupide. Quelqu'un qui s'imagine qu'aujourd'hui son comportement n'est pas fabriqué, je parle du comportement collectif et social, n'est pas fabriqué à 60% par les images symboliques que véhicule le monde contemporain, c'est qu'il n'a juste pas pris conscience de là où il existe, quoi. Alors ce que je vais essayer de vous montrer, c'est d'abord l'omniprésence de l'image symbolique et sa puissance d'efficacité sur nos comportements. Dans un deuxième temps, l'ampleur du système symbolique dans lequel nous vivons. Et puis après ça, évidemment, les problématiques fondamentales qu'il pose. Et puis on va le voir, l'émergence d'un mode de ritualisation, et moi je dirais autrement, d'un espèce de réseau de symboles d'une autre nature qui, à mon avis, lui, est beaucoup plus intéressant et qui, lui, n'est pas pervers et qui fait partie de ce qui est en train d'émerger, alors beaucoup plus profondément dans la société occidentale qui est la nôtre. Vous voyez, il y a deux temps. L'analyse de cette... puis ensuite, la déconstruction de la réalité de cette ritualité moderne
pour entrer dans ce qui, à mon avis, émerge de tout à fait intéressant. Alors, et pour vous montrer que du coup, la réalité religieuse, elle change de visage, enfin, les questions se posent très différemment à cause de ce double mouvement. Alors, pourquoi est-ce que la ritualité est permanente? Parce que les images dans lesquelles nous vivons ne sont pas des images tout court. Ce sont des symboles. Il n'y a aucune image utilisée dans le monde de la consommation qui ne soit symbolique. Vous voyez, c'est-à-dire qu'aucune image n'est là pour simplement signifier des choses. Toutes les images sont là pour agir sur nous. La différence entre une image et un symbole, c'est qu'une image simple est uniquement là pour faire savoir sans chercher à influencer celui auquel elle fait savoir. Donc c'est une image qui peut être constatative, voire une image expressive, même si dans le 3/4 des images expressives, notamment dans le domaine de l'art, l'artiste essaie quand même de convaincre celui auquel il s'exprime. Mais là, on n'est pas simplement dans des images expressives au sens d'une symbolique artistique, on est dans des images dont l'efficacité symbolique est la finalité première. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, l'ensemble du monde de la consommation, dont je ne vous rappellerai pas qu'il constitue aujourd'hui la raison fondamentale de l'organisation de la vie sociale, parce que le fondement de la vie sociale aujourd'hui, c'est de permettre qu'un pays comme le nôtre, par exemple, survive économiquement, et que sa seule manière de survivre économiquement, c'est de maximaliser la consommation, et que donc l'organisation de la vie politique et les choix sociaux et les choix politiques stratégiques doivent d'abord tenir compte de la maximalisation de la consommation, point à la ligne. Aujourd'hui, vous prenez n'importe quelle décision politique, si elle n'est pas économiquement rentable, elle n'est pas prise. Il faut que démontrer, quelle que soit même la recherche, dès que vous faites de la R&D, enfin, la politique ne peut pas aujourd'hui encourager. Alors vous allez me dire, oui, mais le déficit de la sécurité sociale est bien contre-productif. Non, parce que le déficit de la sécurité sociale, il fait partie de ce qui permet, c'est la contrepartie de l'augmentation de la consommation en France par une immigration extrêmement forte qui fait partie de la consommation. Et la sécurité sociale, d'ailleurs, le taux de sécurité sociale permet la consommation de médicaments à très haut niveau. Et l'industrie pharmaceutique, qui est une industrie florissante, dont l'ambiguïté structurelle n'échappe à personne, parce que la différence entre ces investissements et ces retours sur investissement sont quand même de l'ordre du problématique, même si les produits financiers vont plus loin. Enfin, pour l'invention d'une petite formule chimique, il faut voir les retours sur investissement. Aujourd'hui, un laboratoire pharmaceutique, c'est quand même entre le coût de production brut. Alors bien sûr qu'on justifie dans tous les laboratoires pharmaceutiques français tout ça par la R&D, mais tous les gens qui sont un peu nets, qui connaissent un peu le problème, savent bien que c'est parfaitement faux. C'est comme la banque. On n'est pas du tout dans une équité du rapport investissement en termes humains, coût de production et retour sur investissement entre le monde de la fabrication automobile, le monde de la banque et le monde de la pharmacie qui fonctionnent pareil. Donc évidemment, il faut bien faire fonctionner ces poules aux œufs d'or que sont les laboratoires pharmaceutiques, dont certains sont les fleurons, ils font partie du CAC 40. Et donc, bien évidemment, ça s'appelle le déficit de la sécurité sociale. Comment vous croyez qu'on va vendre aux gens des médicaments qu'ils n'ont absolument pas besoin à très haute dose? Il faut bien, non? Tout le monde est complice, tout le monde le sait. On a beau faire des médicaments génériques, on n'en diminue pas la quantité, alors qu'on sait très bien que le pourcentage de médicaments réellement efficaces sur la totalité de ce qu'on vend est tout à fait en dessous de 50%. Donc, voilà. Bon, je ne vais pas faire des commentaires, mais c'est juste pour dire que la structuration de notre vie sociale par la consommation comme objectif premier, elle est juste un état de fait, il faut juste l'admettre. Alors je sais bien que nous, les dinosaures, depuis 50 ans, on est dans un arrêt sur image des années 70, et donc on est juste dans la espèce de nostalgie néo-rurale du fait que, mais non, pas du tout, la consommation, c'est simplement la marge de la vie sociale, c'est pas la marge de la vie sociale, c'est le régulateur de la vie sociale. On le voit bien d'ailleurs, l'absorption de toutes les formes de contrat par le modèle du contrat commercial montre bien que la vie sociale est désormais régulée par un contrat commercial, y compris dans l'ordre du mariage, y compris dans l'ordre des relations humaines, y compris dans l'ordre de l'embauche, enfin dans tous les domaines. Il n'y a plus qu'un seul modèle de contrat dans l'inconscient collectif, et presque dans le conscient collectif d'ailleurs, d'une société comme la nôtre, c'est le contrat de consommation. C'est en gros résiliation par non-satisfaction d'une des deux parties, point. Facilitation. Et puis, on va dire, je peux dire ça, plein de procédures manipulatoires au deuxième degré, dans le contrat de travail comme dans le contrat de la relation à autrui, ouais, qui fait que finalement il y a toujours plein d'astuces pour qu'on puisse se débarrasser d'autrui, trouver des clauses qui fait qu'on avait déjà prévu qu'on puisse se débarrasser de lui. Et donc c'est pour dire que tout ça est sous-tendu, a comme condition sine qua non la sollicitation du désir des personnes bien au-delà de la raisonnabilité de leurs besoins, et donc une manipulation symbolique de très haut niveau. Aujourd'hui, il faut fabriquer
des individus qui sont prêts effectivement à ce que se déclenchent en eux des pulsions d'achat déraisonnables et inutiles de manière très régulière et commercialement rentable. Point. C'est comme ça que fonctionne la société française dans son fondement économique. Parce que s'il fallait revenir à des taux d'utilisation raisonnables, vous comprenez bien que les supermarchés seraient diminués de 70% des produits qui sont les leurs. D'accord ? La quantité évidemment de nourriture gaspillée serait réduite de 50 à 70%. Enfin voilà, on ne serait plus du tout dans le même type d'existence. Ça deviendra. D'ailleurs, c'est vrai. Je me disais, mais un type un tout petit peu raisonnable qui débarque du Moyen-Âge et qui rentre dans un rayon d'hypermarché, voit très bien qu'il est chez des malades graves, quoi. Non, mais sérieusement, il est chez des malades très graves. Des types qui sont. Même Caligula était raisonnable à côté de gens comme nous. Vous allez au machin du beurre, du fromage, vous dites, mais ces types sont des malades totales, quoi. Quand vous voyez, si vous faites l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire l'argent qui est dépensé pour concevoir le talage du truc, le prix que doivent payer à perte des fois les gens qui finissent par pouvoir exposer leur fromage, les questions psychologiques qui se posent à ceux qui doivent choisir, mais complètement secondaires, inutiles, comme si un fromage était l'alpha et l'oméga de l'existence, entre 40 produits du même type, d'accord ? Enfin, tout ce que vous voudrez, y compris tout ce qu'on va acheter à la sortie. Vous dites, on est juste, c'est des gens qui sont des malades. Voilà, c'est tout. Bon, il faut juste le savoir. Et donc, le fruit de le virus qui permet cette pathologie collective, ça s'appelle l'image. L'image. La machine à fabriquer de la pulsion incontrôlable, c'est l'image. C'est le symbole. Et donc, la machine de l'action symbolique des images sur nous est une machine de guerre redoutable, qu'un pays comme la France d'ailleurs fabrique à un très très haut niveau de compétences, et qui est aujourd'hui une machine qui a 40 ans d'expérience. Puisque vous savez peut-être qu'on est passé aussi, désormais, de l'hypermarché au site. On commence à travailler sur les sites internet, de la même manière que sur un hypermarché, avec ce qu'on appelle des zones froides, des zones chaudes. Le but, il est évidemment de pouvoir vous balader dans le site commercial exactement comme on veut, comme on vous balade dans un hypermarché. En gros, on sache exactement au bout de combien de temps vous allez arriver où. Et c'est plus facile sur un écran, si on se débrouille bien. Donc vous avez des gens qui travaillent avec des webcams, qui suivent les yeux, enfin avec le parcours des yeux, et donc on essaie d'optimiser le contrôle du parcours. Entre la main, les yeux, enfin de manière telle qu'en gros vous suiviez parfaitement les étapes et qu'à la fin, bigo, vous avez gagné. Try again. Voilà, donc mais là je vous dis des choses parfaitement banales qui font partie, on va dire, de la guerre économique quotidienne, quoi. Mais c'est un peu comme la guerre de 100 ans. Je pense qu'au bout de 50 ans, ils avaient l'habitude, les gens, d'avoir des gens qui débarquent, qui rasent tout, qui violent tout le monde, qui tuent tout, qui brûlent les voilà. Nous, c'est pareil, on a l'habitude que débarquent chez nous les cookies, les agents intelligents, qui vous traquent au millimètre près de vos désirs et de vos pulsions, de vos malheurs et de vos dépressions, et qui vous proposent tout ce qu'il faut. Voilà, il y a nos problèmes. Je veux dire, on est sous contrôle digital, enfin sous surveillance digitale. Voilà. On a des laboratoires pour ça s'appelle la R&D dans le marketing, et tout le monde doit s'y mettre, y compris les gens qui vendent, je ne sais pas trop quoi, moi, des bibles ou des tuyaux, tout le monde. Il faut que ça soit aujourd'hui aussi sexy l'emballage des tuyaux que celui des pommes, que hier, je ne sais pas trop quoi, la robe que vous achetez pour le dimanche soir, quoi. C'est la même chose, il n'y a pas le choix, il faut impacter. Et aujourd'hui, on sait d'ailleurs qu'un contrat, y compris industriel, sur des très hautes sommes, se fait en partie, et d'une partie qui est en train d'augmenter pour des raisons affectives. On sait très bien que la composante affective de la négociation, elle a toujours existé. Quand on va dans le parrain, je lui ai fait une proposition qu'il ne pouvait pas refuser, on sait toujours que l'affectif a été là. Le racket est fondé sur la dimension affective de la négociation. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a une manière de profiler une décision qui porte sur, vous voyez, je ne sais pas trop quoi, une centrale nucléaire, enfin des choses quand même, du lourd, vous voyez, au point de vue des choses qui ne devraient relever que du calcul raisonnable. Là, on m'a expliqué que, vous voyez, la Chaise-Dieu, grande capitale de la culture mondiale, bien la Chaise-Dieu, il y a un projet de 18 millions d'euros pour s'occuper de ce site culturel. Et vous dites, tiens, là aussi, alors là, vous dites aussi qu'ils ont fumé la moquette, vous dites, tiens, vous voyez la Chaise-Dieu quand même, 18 millions d'euros. On ne peut pas faire un futuroscope là-bas. Hein. Il fait trop froid et c'est trop haut. Et là, vous pouvez être sûr que le contrat, là, il doit y avoir des raisons affectives. Enfin, ouais, il y a des raisons non raisonnables, là. Ça doit être rentable quelque part. Il faudrait juste savoir pour qui. Voilà. Et donc, pour être plus précis, si je descends dans l'analyse de ces images symboliques, elles ont un double effet affectif.
C'est l'implication maximale de l'individu auquel elle s'adresse et le passage à l'acte. Je reviens à la ritualité. Je rappelle, les sacrements, ils opèrent ce qu'ils signifient. On est exactement là-dedans. C'est-à-dire que le but, c'est que l'image, alors évidemment, raisonnablement, vous allez dire, non, Renault, Volvo, Peugeot, c'est complètement secondaire dans mon existence. Je ne suis pas concerné par ces gens. Ah oui, votre vie n'est pas déterminée par, vous croyez. Sauf que si Renault continue à dépenser, et Peugeot aussi, des fortunes en publicité, une époque où le but de Renault était que n'importe quel citoyen, n'importe où sur le territoire, ne puisse pas passer 15 jours sans voir une nouvelle pub Renault, quoi. Sauf que quand on voit ce qu'on achète pour rouler et la procédure par laquelle on l'achète, on voit bien qu'il faut être éminemment impliqué. Si vous n'êtes pas éminemment, vous n'achèteriez jamais une voiture comme ça si simplement votre raison fonctionnait. Il faut évidemment que l'implication personnelle de l'image fasse que vous êtes concerné à bien d'autres niveaux qu'un pur calcul rationnel d'utilité. D'accord ? Il faut vous sentir concerné dans votre ego, dans votre sécurité, dans votre avenir, dans votre composante éco-citoyenne. Enfin, oui. Dans votre côté, il faut bien s'occuper des vieux. Ça dépend des voitures. C'est l'invention géniale, vous savez, de la voiture espace. La voiture espace, c'est une voiture concept. C'est-à-dire que ce qu'on vous vend, c'est uniquement on vous vend de l'affectif. On vend de l'espace, comme son nom l'indique. Et ça a très bien marché. On continue d'acheter des voitures espace qui coûtent plus cher que toutes les autres voitures du même modèle, simplement à cause de la symbolique affective de ce que vous propose l'espace intérieur et de l'homogénéité avec son nom et l'ensemble de ce que ça génère chez vous de satisfaction égotique. Peut-être que vous avez des espaces. Mais ça vaut pour tout le reste. Ça vaut pour les stylos Montblanc, enfin tout ce que vous voudrez. Montblanc, à mon époque, c'était quand même une marque de crème. Enfin, de crème Montblanc, quoi. Donc moi, je pense que quand j'étais petit, acheter un stylo Montblanc, ça aurait fait vraiment, c'est quand même, si on m'avait vendu un stylo petit suisse, au yaourt, moi, je n'écris pas qu'un stylo yaourt. Aujourd'hui, c'est le nec plus d'écrire avec un stylo Montblanc. Parce qu'entre deux, on a travaillé sur la maximalisation de l'implication de l'image, d'accord, de l'objet, des objets Montblanc sur les personnes, c'est tout. Qu'aujourd'hui, vous vous sentez quand même quelqu'un de privilégié quand vous écrivez avec un stylo Montblanc. Même si d'ailleurs, vous écririez mieux, personnellement, subjectivement, avec un bic. C'est pas grave. Voilà. Donc ça s'appelle l'implication personnelle. Je vous l'ai déjà cité peut-être une fois, c'est L'Oréal, vous le valez bien. Voilà, il faut absolument que chaque femme se sente reconnue dans ce que tous les hommes ne reconnaissent pas en elle, c'est-à-dire sa singularité, et toutes les femmes non plus d'ailleurs, sa singularité absolument unique, qui vaut le coup d'ailleurs qu'une entreprise à l'échelle mondiale qui fait partie du CAC 40 s'occupe d'elle de manière singulière. Voilà, ça s'appelle l'implication. Et puis après ça, il y a le passage à l'acte. Parce qu'il ne suffit pas de se sentir concerné, pour ça, il faut payer. Si possible, le plus en douceur possible d'ailleurs. Moins vous vous rendez compte que vous payez, et plus d'ailleurs vous payez cher sans vous en rendre compte, et mieux c'est. C'est tout un travail. L'invention de la carte bleue ayant aidé à ça, le calcul symbolique des chiffres, l'endroit où le chiffre est énoncé, la manière dont vous prenez conscience du chiffre, les éléments de comparaison inconscients qu'on vous donne sur le prix que vous payez les choses, enfin tout ça. Donc c'est très compliqué pour vous masquer la réalité de ce qui se passe, quoi. C'est un peu comme quand on vous fait une piqûre chez le dentiste, pour pas que vous ayez mal. On vous arrache quand même là-dedans. D'ailleurs, c'est la même chose, c'est qu'on a mal après. On reçoit son... le relevé de banque. Et pour être plus précis, l'ensemble de ces images symboliques, dont vous avez bien compris, les images symboliques, je ne suis pas en train tout simplement de vous parler de ce qu'il y a sur les écrans publicitaires. L'ensemble des objets que vous portez sont des relais publicitaires permanents. D'accord ? Est-ce que vous avez remarqué que tous les fromages que vous achetez, la marque, elle est sur le couvercle du fromage, puis elle est sur le papier qu'emballe le fromage, des fois elle est sur le fromage lui-même. Puis des fois le fromage, il a une forme qui est unique au monde, qui fait que quand vous le mangez, vous ne mangez que ce fromage-là. Non mais reportez-vous 100 ans en arrière. La tome, il n'y avait pas marqué tome dessus. Tu mangeais de la tome, c'est tout. Tu ne faisais pas tout un flanc de la tome. Non mais je suis sérieux, donc vous êtes les hommes sandwich et des femmes sandwich vivantes. Parce que toutes vos marques, vous passez votre temps à porter. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je n'achète pas des marques. Oui, mais vous achetez des ersatz de marque, donc des supports secondaires de la marque, c'est tout, point. Donc vous passez votre vie avec des supports publicitaires. Tous les objets que vous avez sont des supports publicitaires, vivants. Ils sont conçus comme ça. Le produit, là, évidemment, le but n'est pas. Enfin, il faut qu'il vous serve.
Mais c'est quand même un espion infiltré, évidemment. Le produit il a pour but de continuer à générer et à diffuser à petite dose, c'est comme un patch de nicotine, là, continuer à diffuser la publicité en permanence dans l'espace familial. Enlevez de votre espace domestique tout ce qui signifie la marque, plus que l'objet lui-même. Vous voyez, de la manière dont il vous dit la marque, il vous la dit plus forte que l'objet. Le design fait ça. Bon, videz pas tout dehors, hein, mais... Et donc, du coup, je peux dire que de manière rigoureuse, ces symboles-là, omniprésents, et même l'organisation, vous voyez, comment vous dire ça? Votre frigidaire, c'est un magasin, non? Mais des fois, vos étagères, c'est des magasins aussi. Vos placards, c'est des magasins aussi. Qu'est-ce que vous avez reproduit dans votre placard dans lequel vous mettez vos vêtements? L'équivalent du magasin de vêtements. Puisque vous avez le choix entre 10 paires de chaussures, enfin ouais. C'est très impressionnant de voir, prenez le temps de voir tous les endroits où je suis de nouveau confronté à la même logique de consommation et de choix. La même, pas une autre. Alors, il y a des gens qui ont résolu le problème, ils se sont achetés 50 fois la même chemise, 50 fois le même pantalon, mais ceux-là, ils sont rares, c'est les agents secrets. Ouvrez les placards de vos enfants, les jouets, tout. Et vous verrez, vous êtes en permanence dans de la consommation. L'abondance n'est pas une abondance simplement de gratuité, c'est une abondance qui a pour finalité de générer encore plus de consommation. Donc elle n'est absolument pas neutre. Et donc, je peux dire qu'avec rigueur, ces images symboliques opèrent ce qu'elles signifient. De deux manières. Qu'est-ce qu'elles signifient basiquement? Que je vaux quelque chose, que je suis important, et que ce que je fais est qualitatif. Et l'ensemble de ces objets, et de ces pratiques collectives d'ailleurs, arrivent à vous persuader, à un certain niveau, premier degré, un degré relativement supérieur, enfin, ça dépend des personnes, mais un certain degré arrive à nous persuader que nous valons quelque chose, que nous avons une identité, que ce que nous faisons vaut quelque chose, et que notre vie est du coup qualitative. Et j'ajouterais singulière. Et donc, l'image portée par l'objet opère la promesse, réalise la promesse qu'elle m'a faite de faire de moi un être singulier. Enfin, elle me convainc que j'en suis devenu un. Elle arrive à m'en convaincre. Donc ça marche à un certain niveau de moi. D'ailleurs, je vous dis, imaginez maintenant votre vie en réduisant strictement le nombre de pulls dont vous avez strictement besoin, le nombre de chaussures dont vous avez strictement besoin, le nombre de chaussettes dont vous avez strictement besoin, le nombre, voilà, quelques célibataires ascétiques qui vivent ça, mais je vous dis, vous allez voir, les choses vont se diminuer. La voiture dont vous avez strictement besoin, ça va devenir triste la vie, vous amis. Et donc, du coup, vous voyez bien que ça veut dire que ces images deviennent des éléments de ma vie intérieure, pour faire simple. Elles fabriquent une pseudo-vie intérieure, une para-vie intérieure, dont je suis le roi, le centre, l'idole, le bénéficiaire, le privilégié. Regardez les cartes, là, vous avez, ça va se tordre de rire. Là, vous avez la Gold, la privilège, vous avez tous les machins, là, vous êtes chez Air France, là, vous avez tous les niveaux. Là, vous n'avez pas deux classes sociales, vous en avez 4 ou 5, là. Puis, il faut vous sentir toujours au seuil de la marge d'après. Jean Baudrillard a analysé ça beaucoup mieux que moi. Thorstein Veblen, sur la société de loisirs, le disait déjà au début du siècle. Ça, c'est le premier degré. Il y a un deuxième degré, évidemment, plus problématique, mais tant qu'à le voir, regardons clairement, elles opèrent aussi ce qu'elles signifient. Pourquoi? Parce que ces images, elles signifient rien. Rien du tout. C'est-à-dire que dedans, c'est du vide complet. Parce que dedans, il n'y a aucun gain de l'identité réelle. Dedans, il n'y a aucune qualification authentique de votre personnalité. Dedans, il n'y a aucune reconnaissance vraie de ce que vous êtes. Donc dedans, il n'y a rien. Elles génèrent le vide qu'elles promettent. Elles vous l'ont dit d'avance qu'elles n'étaient rien, ces images. On vous a dit que ces objets n'étaient rien, qu'ils n'étaient que le support des images. Eh bien, ces objets qui ne sont rien,
même si par ailleurs ils vous servent à mettre de la moutarde dans votre plat, vous voyez, ou à, je ne sais pas trop quoi, conduire vos enfants à l'école. Ça, on est d'accord, ça c'est leur fonction utile. Mais ce n'est pas ça du tout l'essentiel de la manière dont ces objets ont été conçus. Hein? L'utilité n'est que marginale par rapport, parce que l'utilité, ça ne crée pas la consommation. L'utilité, ça crée simplement le désir d'avoir un truc super fiable qui dure super longtemps, que j'ai surtout pas besoin de réacheter, non? Donc c'est une super catastrophe. Donc si j'achetais un objet essentiellement pour son utilité, ben, je serais dans un autre monde. Donc il faut que l'utilité soit simplement, comment dire ça, une preuve d'appui de ce que l'image me dit elle-même. Et l'image, je dis, elle me dit deux choses. À un certain niveau, elle me dit t'es quelqu'un. À un autre niveau, elle me dit juste t'es rien. Je te l'avais dit d'ailleurs. Et comme je suis rien, ben, je vais mal. Et comme je vais mal, ben, faut bien que j'ai d'autres produits qui me fassent permettre d'aller mieux. Ça s'appelle de l'addiction. Ce sont des machines à créer de l'addiction, tout simplement. Et de l'addiction à l'image, pas de l'addiction aux objets. L'objet n'étant que le support des images dont je suis addict. C'est-à-dire, voilà, à défaut d'avoir réussi cette fois à me sentir quelqu'un, ben, je vais utiliser autre chose. Je vais me vautrer dans autre chose. Alors, on peut passer d'un domaine à l'autre. Hein. Et donc, c'est très impressionnant de voir, je vous dis, Baudrillard analyse très bien ça, comment est-ce que ce système symbolique collectif me remplit de choses secondaires et me vide de l'essentiel. Tout bête. Alors, c'est un peu brutal quand on s'en rend compte, c'est un peu agressif, c'est, je suis que dans la description, là, je ne suis même pas dans l'analyse. Et donc, plus je consomme, moins j'ai d'identité, c'est très simple. Ou plus exactement, plus je consomme, plus je suis dans une illusion d'identité que mon manque d'identité me pousse à maintenir. Alors, quand on dit ça, on a l'impression qu'on est vraiment, comment vous dire ça, tous des alcooliques au dernier degré. Non, on est juste des alcooliques médiocres, mais on est tous des alcooliques. Et c'est très étonnant, hein, c'est devenu un mode d'existence qui comprenait bien ce love dans tous les espaces d'utilité. Parce qu'on n'a pas le choix. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ensuite, c'est de voir comment est-ce que ces images symboliques, elles ont des niveaux d'impact qui va de l'organisation du système technologique jusqu'à une dimension religieuse. Alors, je ne sais pas s'il faut commencer par le bas ou par le haut. On va commencer par le haut. Ces images me promettent le bonheur, bien sûr. Il faut bien, on est en Occident. Quand ce n'est pas la vision béatifique. Hein. Mais évidemment, il faut qu'elle me promette le bonheur, et le bonheur n'a qu'une seule forme dans ce monde imaginaire, c'est celui du plaisir permanent. D'accord ? Donc l'ensemble de ce monde imaginaire, on va parler comme ça, de ce système de symboles, c'est de me faire en permanence rêver le bonheur. C'est ça qui est paradoxal. C'est génial de rêver, dit-on. Ben là, c'est génial, je peux tout le temps rêver le bonheur. Parce que plein d'images viennent me permettre de passer d'un rêve du bonheur à une autre forme alternative du rêve du bonheur. Sous la forme de la promesse d'un plaisir qui, par multiplication et maximalisation du plaisir, devrait finir par me donner un bonheur à peu près permanent. Mais regardez, même la manière de manager, c'est devenu comme ça. Parce qu'à un moment donné, je me souviens très bien, on avait dit oui, mais dans les entreprises, quand même, c'est dommage, il faut mettre de l'ambiance, quoi. Et alors, on a tellement bien mis de l'ambiance que la manière de s'habiller, les décors, l'architecture d'intérieur, tout est fait pour que tout soit le plus agréable possible. Et que pour que sous un certain aspect, il y ait une part brutale de ce qui est en train d'advenir dans cet espace-là que j'oublie complètement. Si dans une banque, vous arriviez dans un tripot de bas-fonds avec des odeurs nauséabondes, et simplement, si vous voulez, des mannequins symboliques égorgés qui signifient tous les gens que vous venez d'abattre économiquement. Mais attendez, ce serait terrible ce métier. Si tous les matins, en arrivant dans votre agence bancaire, vous aviez la liste, la tête des gens, si possible au maximum de l'état dépressif dans lesquels ils sont, petits porteurs, petites gens qui ont à payer des agios, qui représentent plus de 10% de leur salaire, par exemple. D'accord ? Si tous les matins, vous arriviez à la banque, vous preniez ça dans la figure. Mais les types, ils seront en dépression en 15 jours. Hein. Non, quand vous arrivez dans une banque, il y a tout l'idéal de la banque, qui est de gagner de l'argent en faisant gagner à tout le monde, bien sûr.
tout. Enfin, je vous prends tous les métiers. Et c'est très bizarre, c'est-à-dire que faisait des métiers sales, mais on savait qu'on faisait des métiers sales. On faisait des métiers, et aucun métier n'était propre. Travailler, c'était se mettre les mains dans le cambouis et aussi dans la bouche. Je veux dire, travailler, c'est descendre dans le réel de l'humain, donc ça ne se fait pas toujours de manière clean. Et aujourd'hui, c'est très impressionnant. L'asepsie symbolique. Tout est clean. Même les tueurs sont clean. Les films sont remplis de tueurs clean. Ils vous font ça exactement comme vous êtes chez, comment ça s'appelle, honnête. Voyez, on vous nettoie ça, enfin, ça s'appelle le nettoyeur d'ailleurs. On fait ça aussi clairement qu'on passe le truc par terre, c'est tout. On liquide les gens, c'est propre. On nettoie d'ailleurs. Aussi proprement qu'à la fin d'un chantier. Et on est dans c'est très impressionnant, cette espèce de... Donc on est en permanence dans l'illusion d'un bonheur qui serait simplement l'addition de tous ces petits plaisirs, qui en plus intègre les images du vrai bonheur. Regardez le nombre de pubs qui vous mettent en scène votre famille comme elle ne sera jamais aussi propre. Votre cuisine comme elle ne sera jamais aussi propre d'ailleurs non plus. Vos vêtements comme ils seront jamais aussi propres, vous comme vous serez jamais aussi belle, parce que la fille qui est sur la pub, elle n'existe même pas, on l'a relookée par pixel, donc voilà. Vous êtes que dans la vie, qui est une espèce d'utilisation du patrimoine culturel et spirituel, des aspirations authentiques des hommes à toutes les formes de bonheur possibles, projetées sous une forme idéalisée qui n'a qu'une seule finalité, c'est de maintenir les gens en état d'apesanteur de la conscience. C'est tout. Non mais il faut être clair, prenez un tout petit peu de recul. Ça c'est le niveau le plus haut. Ensuite évidemment, ces images constituent désormais l'espace culturel dans lequel nous existons. Comprenez que si on avait eu l'idée que le type qui a inventé les tuyauteries sanitaires de la ville de Rome à l'époque de Jules César allait pouvoir devenir un jour l'empereur, on aurait dit vous êtes fou. Chacun son job. Si tu fabriques des conduites en plomb, parce que c'était en plomb à Rome, hein, pour pouvoir permettre que l'eau circule de manière hygiénique dans cette ville, il ne faut pas que tu aies des prétentions à vouloir être grand prêtre, devin, grand artiste ou César. Mais aujourd'hui, qui définit les contenus de culture de demain? Google. Fabrique quoi Google? Des tuyaux. Des tuyaux. C'est fabricant de tuyaux. Orange, tuyaux. Qui demain, j'utilise ça parce qu'on a tous les ans là, un forum à Avignon, ça s'appelle le forum d'Avignon, et on voit qui va définir les contenus culturels. Ben, les gens qui fabriquent des tuyaux. Moi, je veux bien que les plombiers définissent l'art de demain, mais je ne suis pas sûr que c'est leur compétence. Voilà. Et donc, c'est très étonnant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le monde culturel dans lequel on vit, alors, conserve un patrimoine culturel à l'état muséographique, hein, mais la culture d'aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'il y a dans les musées. D'accord ? La culture d'aujourd'hui, c'est une culture qui est fondée sur la consommation d'éléments esthétiques qui procurent du plaisir et en gros de la reconnaissance que finalement la vie dans laquelle nous sommes est une vie à peu près correcte. Donc d'auto-justification du monde que nous venons d'inventer, dont nous savons pertinemment d'ailleurs qu'il est difficilement auto-justifiable. C'est pas grave. Donc on est dans une culture qui est plus du tout ce qui est normalement la culture, c'est-à-dire ouverture sur l'extérieur, remise en cause intéressante et innovation profonde. C'est quand même ça la culture. C'est très bizarre d'ailleurs que le mot innovation est devenu un maître mot de l'économie. En politique, personne n'innove. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. La religion, personne n'innove non plus. L'art, on est censé innover un peu, mais là où il y a de l'innovation, normalement, qui est une obligation, elle, cette fois-ci, pas facultative, c'est les entreprises. La R&D, ça coûte très cher aux entreprises. Hein. Significatif. Où est-ce que tu mets ton innovation et où est-ce que tu la payes? Je te dirais quel est le niveau culturel de ta civilisation. Ben, la R&D, c'est pour améliorer la tétine troisième âge et en faire un objet performant du point de vue du design et de l'efficacité pour les mamans qui fantasment complètement devant la tétine troisième âge qu'on vient de sortir. Tout. Ça fait partie de la culture. L'autre jour, la ministre de la Culture nous a expliqué à Avignon que dans l'économie de la culture, il fallait comprendre les brevets et les œuvres. Donc je lui dis, vous pouvez déposer un nouveau modèle de tétine troisième âge, tout. Et vous avez super performante, brevet, culture. Et puis si vous avez, je ne sais pas trop quoi, Coppola qui sort un nouveau film, alors c'est aussi la culture, c'est la même chose. Ou quelqu'un qui crée un nouveau roman. Voilà, donc, et puis le patrimoine, Chartres, c'est de la culture aussi. La tétine, Chartres, Coppola et, je sais pas, les derniers métros. La conservation, la vente des pièces des métros des années 70, c'est excellent ça. C'est original. Je ne suis pas sûr qu'il y a 100 ans, on aurait acheté des morceaux du vieux tracteur, non pas du vieux tracteur, mais du vieux char à bœuf dont on s'était servi 100 ans plus tôt. C'était
c'est dedans ça aussi, l'archéologie des objets technologiques. Et on comprend, d'ailleurs, ça nous émeut, parce que ça témoigne d'une période où précisément l'absorption de la culture dans l'image n'était pas encore tout à fait pratiquée. Troisième niveau, évidemment, la dimension politique. C'est que ces images n'ont pas simplement une fonction culturelle, elles ont aussi une fonction politico-sociale. C'est-à-dire qu'elles me désignent une manière de vivre collective. Et pour une part, ces images me désignent l'organisation collective dont nous faisons l'objet. Et elles participent à l'organisation collective. Puisque, par exemple, c'est quand même absolument extraordinaire, ce que le marxisme n'a pas réussi à faire, la consommation le fait. Société sans classe. C'est quand même extraordinaire, il n'y a plus de classe en France. Il n'y a que des bourgeois. Il n'y a que des bourgeois. Il y a quelques marginaux, pauvres, enfin en dessous du seuil de pauvreté, quelques-uns, très très marginaux, mais en gros vous avez alors vous avez des petits, des grands, des moyens bourgeois, tout ce qu'on dit, mais c'est que des bourgeois. Comment est-ce qu'elle s'est créée l'unique classe bourgeoise? Par l'avoir, simplement en augmentant la quantité d'objets à avoir et en augmentant l'inquiétude principale collective qui est de produire et d'acheter. Et comme de toute façon c'est ça qui fait fonctionner, l'essentiel de l'argent est utilisé à acheter, produire ou gérer l'administration qui permet d'acheter et de produire. C'est tout. Donc globalement, ça veut dire que c'est comme une révolution sociale, non? Au XIIe siècle, il y a très peu de bourgeois. On aurait pu rêver que notre civilisation devienne une civilisation d'aristocrates. On aurait pu. Choisir que l'avancée civilisationnelle, c'est ce qu'aurait pu d'ailleurs laisser penser l'âge d'or culturel qui va des années 30 aux années 80, c'est que nous entrions dans une civilisation dans laquelle, précisément, le propre des individus, c'est de se définir par rapport à ce qu'ils sont, éventuellement par rapport à ce qu'ils sont capables de faire, mais pas d'abord par rapport à ce qu'ils ont. C'est un peu tristoun de se définir par rapport à ce qu'on est. Mais regardez aujourd'hui, sur quoi vous êtes recruté? Sur le diplôme que vous avez, pas sur ce que vous valez, bien sûr. Un HEC complètement médiocre, il est embauché à un niveau de salaire instantané qui est 6 fois à un niveau de compétence égal ce qu'un ouvrier spécialisé est au bout de 20 ans. C'est très clair, ça. J'ai des dizaines de milliers d'exemples partout en France. Ce que commet les HEC, on n'est pas censé dire que c'est un abruti. Sauf que c'est un abruti qui a réussi. Qui est d'autant plus abruti d'ailleurs qu'il est content d'avoir réussi et qu'il n'a pas envie de se bouger. Alors on dit oui, aujourd'hui il sera au chômage. Il faut voir, c'est pas vrai. Enfin, je ne citerai pas de nom, mais c'est pas mon travail. Voilà. Et donc concrètement, la dimension politique et sociale, et évidemment la dimension économique, puisque ces images sont le vecteur de l'accélération économique de manière essentielle, et puis même au niveau technologique, puisque je vous rappelle qu'il y a une homogénéité entre les images ou la ritualité symbolique de la société de consommation et ce que j'appellerais le hardware technologique, c'est-à-dire l'organisation technologique gérée par l'informatique de l'ensemble des process économiques. Et donc tout ça, qu'est-ce que ça fait, ces images, pour vous montrer qu'elles ont une efficacité incroyable, qui est de l'ordre de la ritualité. Donc là, on est exactement... Parce que la ritualité, normalement, ça n'atteint pas l'élément technologique. Ça n'atteint pas tellement l'économie. La ritualité religieuse, normalement, ça atteint le social, le politique, le culturel, le sacral. Et là, ça descend encore plus bas. Donc vous avez une ritualité intégrale. Alors vous avez quelques exemples de ritualité intégrale. C'est la fabrication de la cathédrale de Chartres, qui a donné lieu en plus à un modèle managérial de la part du chapitre de la cathédrale tout à fait remarquable, parce qu'il y avait toute une organisation passionnante, une organisation économique de l'ensemble de la gestion des biens du diocèse par le chapitre des chanoines, absolument extraordinaire. Ils ont vraiment géré leur diocèse comme une entreprise, jusqu'à ce qu'ils puissent avoir les fonds permettant de fabriquer ça. Et donc ce qui m'intéresse, c'est que tout ça, donc cette ritualité symbolique collective, elle fabrique une homogénéité, pour le meilleur et pour le pire, culturelle, politico-sociale et techno-économique. Moi, j'ai vu ça une fois, ça m'avait beaucoup impressionné. C'était quelqu'un qui était responsable chez Renault et nous disait, ce qui est passionnant, c'est de réussir à rendre homogène le monde imaginaire que nous vendons avec la voiture espace, les processus de marketing, l'organisation managériale des personnes et les processus technologiques. Vous voyez bien? La ruche, quoi. Si on pouvait avoir, vous voyez, une homogénéité symbolique, c'est-à-dire qu'en gros, les gens, quand ils bossent dans la boîte, ils sentent bien que l'usage de la technologie, le produit qu'on vend, le management par lequel on est guidé, la fonction de ce qu'on est en train de faire, tout ça c'est homogène. Et je sais très bien, il leur dit, mais en fait,
Vous êtes simplement une religion totalitaire, vous. Vous voulez homogénéiser l'homme dans toutes les dimensions de sa personne. D'accord ? Il faut qu'il rêve, comme il consomme, qu'il consomme, comme il fonctionne, et qu'il fonctionne comme il vit socialement. Voilà. Et donc c'est vrai, pour moi ça fait partie des diagnostics les plus durs sur la civilisation que nous venons de créer, c'est qu'il y a une forme de totalitarisme symbolique. Qui explique d'ailleurs que le pauvre chrétien local qui arrive avec un tout petit peu de conviction, il a l'air tout à fait ringardisé. Ou alors il fait partie de la, de la contestation symbolique qui permet de renforcer la majorité symbolique aussi. Voilà. Et donc là, il y a une vraie problématique. Je ne fais que vous redire en moins bien ce que je vous dis, Jean Baudrillard disait parfaitement déjà à la fin des années 90. C'est aussi une part de l'analyse d'ailleurs de quelqu'un comme Régis Debray. Et je finis par le deuxième point, puis après ça je finirai ma description apocalyptique. C'est pour vous dire jusqu'à quel point la ritualité n'a pas disparu, et comment elle n'a jamais été aussi prégnante. C'est que l'ensemble de ce système symbolique me promet des choses sur l'avenir. Il ne promet pas simplement de me donner un espèce de bonheur fictif dont il essaie de me maintenir, dans lequel il essaie de me maintenir, enfin dans l'illusion duquel il essaie de me maintenir, mais il me projette dans l'avenir d'un monde meilleur. C'est très étonnant de voir comment est-ce que la jeune génération, ceux qui ont moins de 20 ans, 25, 20 ans, eux, ça ne fonctionne plus sur eux. C'est-à-dire que eux, plus cet ensemble de ritualités symboliques nous promet à nous le bonheur, et nous y croyons quand même encore un peu, de plus en plus à la marge, mais quand même encore un peu. Regardez, rappelez-vous l'euphorie avec laquelle vous avez acheté votre dernier gadget technologique ou pour la maison ou autre, vous verrez, c'est dans un état d'euphorie qui préludait quand même le bonheur un jour. Non ? Reportez-vous-y avec honnêteté, vous allez voir. Vous avez réussi à faire fonctionner votre robot mixeur-cuiseur, découpeur, tout ce que vous voudrez. Là. Ou n'importe quoi, la dernière robe que votre copine vous a dit que c'était le truc Nec Plus, tout en étant tout à fait classique, en étant parfaitement moderne, en étant une femme d'hier, d'aujourd'hui, à la fois jeune et mûre, enfin bon. Un truc d'enfer, quoi, qui fait quand tu rentres dedans, tu as vraiment le sentiment que tu es quelqu'un d'autre, c'est Superwoman. Et donc, j'ai vu une pub, c'était une publicité pour une maison de retraite. C'était l'autre jour. Le titre, c'est « Ici ». C'est une personne âgée qui était sur la pub, manifestement très âgée. « Ici, c'est vous le boss ». Vous vous rendez compte de la perversion ? Vous réfléchissez à ça. La personne qu'on met en maison de retraite, « Ici, c'est vous le boss ». C'est soleil vert, ça. Mais il faut quand même le faire. Il faut quand même le faire. Les gens, mais là, ils sont en fin de vie. Parce que c'est quand même des lieux de fin de vie, même si la fin de vie va durer 10 ans ou 20 ans, ça s'appelle de la fin de vie. Sur le panneau, il y a marqué, comment on dit, c'est à Genève, il y avait comme ça une maison, la maison du dernier repos, enfin moi. C'était la route du bout du monde, et la maison de retraite s'appelait quelque chose comme ça, la maison du dernier repos. Et donc on vous promet. Donc les jeunes commencent à avoir généré des anticorps face au fait que, finalement, de nouveau, ce système de ritualité symbolique me promet un monde meilleur, même s'il a de plus en plus de mal à me le démontrer. Et en même temps, il est en train de me proposer, en même temps, que ce monde meilleur n'est pas d'autre forme que l'adhésion maximale à son propre fonctionnement. Ça s'appelle Matrix. En gros, il me dit, mais consens à devenir un élément à rentrer dans la matrice, c'est-à-dire abolis ta part de conscience qui te rapproche au réel. Laisse-nous prendre en charge ta conscience, quoi. Laisse-nous prendre en charge tes projections, tes peurs, tes malheurs, tes relations, tout. Laisse-nous te prendre en charge intégralement. On te promet la maximalisation de la survie et du bonheur à court terme, et du plaisir à court terme. Point. J'exagère un peu. Juste un peu. Et donc, évidemment, c'est pour dire que ces trois dimensions. Un, cette efficacité de l'image symbolique. Deux, ces différents niveaux d'impact de l'image symbolique. Trois, le fait que ce système de ritualité symbolique nous projette vers l'avenir et nous fait des promesses. Moi, je suis persuadé que c'est ça qui dévoile ce que j'appelle, la vraie face systémique du monde dans lequel on est.
C'est là qu'on voit qu'on est dans un vrai système parfaitement cohérent. La cohérence, elle n'est pas constituée par la Déclaration des droits de l'homme et la sympathique démocratie économico-culturelle dans laquelle nous avons choisi d'être. Ça, je suis désolé, ça c'est comme de croire que parce que quelqu'un a mis une perruque à la cour de Louis XIV, c'est cheveux en poussée. Enfin, c'est ridicule, c'est du décorum, vous voyez, je connais ça. Que ça soit les motifs pour lesquels au début nous sommes embarqués là-dedans, c'est tout à fait clair. Mais à quel moment avons-nous décroché des motifs profonds de nos intentions, pour être plus précis, politico-éthiques, éthico-politiques, pour laisser ça être une espèce de motivation de surface et laisser finalement nos intentions s'investir dans des choses beaucoup plus matérielles. Moi je dis que le tournant s'est fait au moment des années 80. On a laissé tomber les questions de fond. Et on s'est précipités tous vers la fabrication de ce charmant système de compensation illusoire de l'échec que nous commencions à pressentir, c'est-à-dire de l'impuissance dans laquelle nous sommes de rendre les gens heureux simplement par nous-mêmes. Alors, si j'essaie de déconstruire ça, ce qui m'intéresse, c'est qu'il y a l'émergence de ce que j'appellerais une ritualité alternative. Alors, elle est là depuis toujours, cette ritualité, sauf que bizarrement, sur cet arrière-fond, sur l'arrière-fond de cette espèce, vous comprenez bien, moi j'appellerais ça de religion matérialiste, pour faire court. On est dans la religion matérialiste, là. Et une religion du type impérial, puisqu'elle est planétaire, elle est en train de se planétariser. Et dont d'ailleurs les différentes religions sentent très bien qu'elles le menacent. L'islam l'exprime avec plus de violence, mais on sent très très bien que la religion planétaire du matérialisme est tout à fait de nature, surtout qu'il y a 1,5 milliard de Chinois qui sont pas parfaitement prêts, qui y sont déjà rentrés, qui sont prêts à y rentrer avec intensité parce qu'ils n'ont pas d'alternative, parce que c'est l'horizon leur a fixé le marxisme post-confucéen à la manière de Mao. Et donc, il y a une vraie question là. Alors, qu'est-ce qu'elle est, cette ritualité alternative? Donc, il y a un autre niveau qui est beaucoup plus élémentaire. Et il me semble que sur cet arrière-fond, comment dire ça, vous le comprenez bien, caricatural, on voit apparaître, j'allais dire, des ritualités anciennes et des ritualités nouvelles. Quelles sont les ritualités anciennes? C'est celle des métiers. Je suis très frappé de voir qu'il y a une ritualité quotidienne qui est celle du métier. Pourquoi? Parce que le métier, ce n'est pas simplement la production d'objets. Le métier, c'est une manière de se comporter vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis du monde, enfin le monde au sens large, le monde, de se comporter vis-à-vis de ceux avec qui on travaille, qui est tout à fait particulière. Enfin, j'allais presque dire, un vrai métier, ça célèbre rituellement le rapport entre l'homme et le monde. Un vrai métier, c'est un endroit dans lequel on célèbre la manière dont l'homme est fait pour humaniser le monde. Et on célèbre en même temps la manière dont le monde est utile à l'homme. C'est ça un vrai métier. Un vrai métier, ce n'est pas simplement un ensemble de compétences techniques. Un vrai métier, les gens qui ont vraiment le sens dans les métiers, c'est des gens qui ont un sens de ce que leur métier apporte à la relation de l'homme au monde. Et là, j'allais dire que ça soit un banquier, un vrai, que ça soit un consultant, que ça soit un fabricant de vin, que ça soit un industriel, que ça soit un fabricant d'usines nucléaires, enfin, ça n'a pas d'importance. Enfin, il y a quelques métiers qui sont intrinsèquement destructeurs. Hein. Voilà. Et il me semble que cette ritualité, elle n'a pas encore disparu. Elle n'est pas encore totalement absorbée par la ritualité de la consommation. Plus dans les PME que dans les grandes entreprises d'ailleurs. Parce que plus une entreprise est grande, et plus, pour que ça se passe bien, elle tente à homogénéiser l'ensemble des composantes humaines et sociales de sa structure. Et elle tente aussi à homogénéiser la symbolique. D'accord. Pour d'ailleurs pouvoir continuer. Par exemple, c'est très évident que les gains de productivité qu'on impose à un grand groupe, on ne pourrait jamais les imposer à une PME. C'est toute une ritualité symbolique pour imposer des gains de productivité de manière agressive à un grand groupe. Enfin, vous fliquez sur le nombre de gommes que vous achetez, le nombre de crayons que vous achetez, parce que c'est ça les gains de productivité, ça va jusque-là. Vous faire rentrer dans des procédures qui permettent de gagner des sous, mais qui sont beaucoup plus contraignantes pour vous, par exemple. Faire que 2 boîtes qui ont fusionné doivent inventer une 3e type de comptabilité, alors que les 2 boîtes qui ont fusionné ont l'une et l'autre fonctionné pendant 30 ans sur un mode de comptabilité différent, par exemple.
Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez perturber, pour des raisons de pure efficacité économique, la manière, les coutumes et les manières dont des humains se sont organisés autour de leur métier. On va dire oui, mais ça fait partie de l'inévitabilité des mutations économiques. Peut-être, peut-être pas. Est-ce que vous y avez beaucoup réfléchi? Moi, les quelques dirigeants que j'en ai pensé, ils n'ont jamais réfléchi. C'est même pas une question. La doxa dit faut le faire. Point. Voilà. Et donc, si vous regardez de près, l'entreprise, un lieu où on travaille ensemble, ça crée une culture. Ça crée de la ritualité. Ça crée de la coutume. Ça ne crée pas simplement de l'efficacité des produits. Ça crée une manière de vivre ensemble. Dans lequel, à travers ce qu'on fait, on se reconnaît pour ce que l'on est. C'est pas si facile que ça d'ailleurs, de respecter la ritualité symbolique d'un métier ou d'en créer une, de manière telle que les personnes soient protégées de la violence économique par la culture d'entreprise. Qu'est-ce que c'est la culture d'entreprise? C'est l'invention ou la conservation ou le développement des mœurs et des coutumes, et donc d'une certaine symbolisation. Le deuxième espace de ritualité quotidienne, c'est l'espace relationnel, notamment familial. Et là, on voit qu'il y a une ritualisation, c'est dans la relation à l'autre. Alors, elle est aujourd'hui, je pense, un pays comme la France, devenu extrêmement pauvre dans l'espace social direct. La ritualité symbolique de la rue, elle est très pauvre en France aujourd'hui. Les gens ne disent pas bonjour, ils ne se tiennent pas les portes, ils se donnent le droit de s'absenter en se mettant des écouteurs dans les oreilles, ce qui montre bien qu'il n'y a pas de ritualité symbolique. Une vraie ritualité sociale interdirait à des gens de décréter qu'ils ne sont pas là alors qu'ils sont là. On dirait, attends, t'es conséquent. Si tu veux t'absenter, tu sors de l'espace. Donc tu n'écoutes pas avec des écouteurs dans la rue. C'est exactement comme d'avoir une burqa. C'est une burqa technologique, les écouteurs. C'est quoi d'autre? Ah non, parce qu'on peut continuer de la regarder. Et alors? Qu'est-ce que vous faites? Vous y mettez des écouteurs dans vos oreilles. C'est une burqa, vous n'existez plus là. Et en plus, vous faites semblant d'être là. C'est agressif. C'est vrai d'ailleurs, on préfère deux yeux qui nous regardent derrière une grille, avec attention, non? Qui est une espèce de type scotché au plafond, avec son écouteur dans les oreilles, non? Bon, c'est juste pour dire que je pense que la ritualité symbolique sociale, à part si on brûle les voitures symboliquement, on ne l'a pas fait cette année, non? Au premier an. Si? Le premier an, il y en a eu. Ça, je trouve que c'est un pogrom, enfin, c'est un auto d'affaires intéressant. Ça permet de racheter des voitures françaises. Mais sinon, non. D'ailleurs, c'est des gens qui viennent d'un monde c'est plutôt l'immigration première génération, donc ceux qui ont encore du sens de la ritualité symbolique. Nous, non. Et donc, les endroits dans lesquels elle existe encore, c'est l'espace familial, ou l'espace amical, parfois l'espace associatif. Et donc, c'est l'espace relationnel. Et c'est très intéressant là-dedans de voir l'évolution. On ne s'invite pas à manger ensemble, on ne s'invite pas à passer un temps familial ou un temps même entre amis, de la même manière aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Pour le coup, il y a une simplicité beaucoup plus grande. Je sais pas, à l'intérieur de la famille et des amis, il y a une accessibilité, il y a une rigidité rituelle beaucoup plus souple. Il y a beaucoup moins de rigidité rituelle. Et donc, j'allais dire, il y a une souplesse relationnelle, je dirais même, il y a une intelligence dans la symbolique relationnelle qui est beaucoup plus forte. Pourquoi? Parce que les personnes, on a inventé des manières d'être dans lesquelles les personnes peuvent apparaître beaucoup plus aux yeux les unes des autres. Ou au contraire, disparaître complètement. Et moi, ça ne m'intéresse pas qu'elles disparaissent complètement. C'est sûr, vous pouvez passer une soirée bière, chips, match de foot, c'est sûr qu'il n'y a personne dans la pièce, il y a juste il y a des handicapés mentaux qui sont là en train de s'exciter bêtement. Voilà. Ou des desperate housewives, c'est les femmes qui se retrouvent ensemble pour raconter des âneries aussi de la même manière. Bon. C'est pas de la ritualité, ça c'est de l'addiction collective. Mais donc ça c'est le côté négatif. On peut aussi s'improviser de la débilité et de la médiocrité collective sans aucun problème aujourd'hui. D'accord? Beaucoup plus qu'avant. Mais moi ce qui m'importe c'est positivement. Il y a comprenez bien, la relation du symbole à la personne est beaucoup plus immédiate. On a inventé, même dans la famille, regardez la relation entre les parents et les enfants, il y a une symbolique de la relation dans les gestes, dans la manière de se parler les uns aux autres, qui est quand même extraordinairement simplifiée. Enfin, il y a quand même des familles où il y a 100 ans, d'abord tout le monde, vous voyez tout, enfin j'exagère, mais
Même dans un monde rural où il y avait une procédure de dialogue possible avec l'aîné qui était un truc très, très compliqué, non? Aujourd'hui, quand même, on voit des petits-enfants poser des questions à leurs grands-parents. On ne voit pas très très bien nos grands-parents les avoir posées à leurs propres grands-parents. Ils se seraient pris, même pas une gifle, parce qu'on ne les aurait même pas giflés, on les aurait tout simplement éliminés du regard de manière durable. C'est vrai, aujourd'hui, une petite fille peut demander, elle dit, mamie, pourquoi t'es vieille? Elle ne se démontrera pas, la grand-mère. Hein. Un enfant avait intégré, il y a 50 ans, il y a 100 ans, avait parfaitement intégré dans son inconscient que ce type de question ne pouvait pas se poser sous peine de mort, quoi. Non? Et aujourd'hui, une petite fille est capable de demander à sa grand-mère de 15 ans, mamie, t'as fait l'amour la première fois quand? Et avec qui? Et la grand-mère ne va pas s'offusquer. Enfin, elle ne va pas le montrer. Donc c'est bête, mais c'est pour dire que la ritualité, l'usage des mots, l'usage des gestes, elle est quand même, c'est extraordinairement simplifié. Ça, c'est pour le coup, c'est pas de la déperdition symbolique. Là, c'est de la simplification symbolique. Il ne faut pas confondre les deux. Moi, j'ai un grand respect pour la messe de Saint Pie V, mais la messe de Paul VI, elle a simplifié la symbolique, elle ne l'a pas réduite. Ce n'est pas juste du tout de dire ça, elle l'a simplifiée. Elle a rendu la personne, y compris du prêtre, pour le meilleur et pour le pire, plus immédiatement présente à travers le symbole. C'était beaucoup plus facile quand il était de dos, le gars. Quelle que soit la tête qu'il avait, même s'il avait bu, de toute façon, tu ne le voyais pas. Non, mais sérieux. Et il pouvait d'ailleurs bâiller au cornet, regarder à droite à gauche et réciter son machin dans un latin que tu n'entendais pas. C'était super cool. Le type, c'était quand même Jésus-Christ. Sauf que là, il est mal rasé, ça se voit, il n'a pas bien dormi, il est mal luné, il regarde les gens bizarrement. Voilà. Et après ça, d'ailleurs, il s'atterre des commentaires de toutes les braves mamans à la sortie en disant « Ah bah mon père, quand même. Hein. » Voilà. C'est l'exposition, c'est la simplification symbolique qui a ça comme conséquence négative. Mais c'est le revers de conséquences aussi extraordinairement positives. Donc ça, c'est le premier élément. Ensuite, il me semble que on est précisément dans une analyse de cette ritualité quotidienne, d'abord dans une démarche de réapprentissage. Je trouve ça extrêmement fort. C'est-à-dire que précisément aujourd'hui, les grands-parents savent que ça s'apprend d'être grands-parents. Aujourd'hui, les parents savent que ça s'apprend. Et ça ne s'apprend pas simplement au début. Ça s'apprend jusqu'au bout d'être des parents. Ça s'apprend tous les jours et même la nuit. D'accord ? Les enfants savent que ça s'apprend d'être des parents et même d'être des frères et sœurs. C'est-à-dire qu'en gros, et ça c'est extrêmement positif, on est dans une ritualité d'apprentissage. Et ça, je trouve ça très, très grand. De voir que on n'a pas à inventer les choses, mais on a à les apprendre sans cesse. Et que finalement, la richesse de la ritualité, c'est quand elle est chaque jour habitée par une intention renouvelée. Vous voyez, je ne sais pas comment vous dire ça. Aujourd'hui, on voit bien, faire parce qu'il faut faire, ça ne marche plus. Enfin, on fait ça encore dans l'entreprise, vous voyez, mais dans la famille, ça ne marche plus, ça s'use très vite. Vous dites 3 fois bonsoir, comme d'habitude, vous allez vous prendre une remarque de l'un ou l'autre qui vous dit « Attends, je suis là, hein, toi, coucou. Coucou, papa. » Donc, autrefois, vous n'auriez pas pu dire ça. Le bonsoir symbolique qui voulait dire je suis là et d'ailleurs je ne veux pas en entendre parler, laissez-moi tranquille pendant au moins 1 heure l'histoire que je décompresse, c'était vrai encore il y a combien? 30 ans? Aujourd'hui, il y a toujours un enfant là pour prendre, normalement, pour faire comprendre qu'on supportera ça 2 jours, pas 3. Enfin, demandez aux jeunes parents qui ont 35 ans. Les enfants ne se gênent pas pour leur dire que ça commence à bien faire. Et donc là aussi, il y a une adaptation, je dis, permanente, qui fait que oui, il y a des coutumes, mais ces coutumes, elles ne sont pas figées. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas existantes. Leur formalisation est plus légère, mais leur efficacité personnelle est plus profonde, précisément parce qu'elles sont plus légères. On est en train, je vous le rappelle aussi, de réapprendre ça par rapport au monde physique, à l'univers, à la nature. Nous réapprivoisons la ritualité de la relation au monde physique. Alors, ça s'est fait dans les années 70, 80 jusqu'à 2000 de manière un peu folklorique, c'était un peu réservé au New Age. Mais aujourd'hui, tout le monde sait que prendre le temps de se reposer, prendre le temps de prendre soin de soi, prendre le temps de respirer, prendre le temps d'aller se détendre. Enfin, oui, je peux dire ça. Donc, il y a aussi ce que l'Occident avait beaucoup oublié par rapport à l'Asie, à l'Orient, toute une ritualisation de notre rapport au cosmos, c'est tout bête. Alors, ce n'est pas directement religieux, mais ça prépare la dimension religieuse. C'est parce que c'est simplement célébrer le fait que je suis un mystère. Je ne suis pas simplement un objet fonctionnel, je suis aussi quelque chose dont il faut prendre soin, qui est fragile, sur lequel il faut veiller, et qui finalement ne s'appartient pas complètement.
parce que je n'ai pas la liberté d'être ce que je veux. Et il me semble que du coup, on voit apparaître transculturellement une certaine universalité de la ritualité quotidienne qui nous rend plus proches les uns des autres. Comprenez bien, quand vous rentrez dans une cérémonie religieuse d'une toute autre religion que la vôtre, vous pouvez être complètement largué, quoi. Mais même dans une réunion de famille. Vous êtes en Corée, vous ne comprenez pas très bien comment ça se passe. Déjà, vous ne comprenez pas la langue. Mais si on ne vous explique pas les codes, vous ne comprenez pas grand-chose. Et très étonnamment, on le voit d'ailleurs, c'est très étonnant parce que ça se voit à travers le cinéma, ça, et la littérature aussi. Il y a des coutumes, oui, des rites, des gestes, des symboles de la vie quotidienne qui sont en train de devenir transversaux. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à lire de la littérature japonaise sans s'ennuyer? Alors qu'aller au Théâtre No, je vous garantis que vous allez vous raser quand même, enfin, sauf si vous êtes un fan du Théâtre No, hein, mais au bout d'une heure, là, vous commencez à bouger sur votre siège, c'est comme la musique de décaphonique, enfin, vous écoutez, vous voyez. C'est que Messiaen, quoi. Vous voyez, si vous n'êtes pas habitué à Messiaen, si vous voyez, au bout d'une demi-heure Messiaen, vous dites, bon, j'ai un frère qui est allé voir Wojciech de Alban Berg, je crois. Hein. Il n'était pas prévenu. Hein, il m'a dit, il faut aimer, quoi. Bah oui, c'est comme le Théâtre No, quoi. Là, c'est la ritualisation de haut niveau. Parce que t'expliquer, quand même de la ritualisation de haut niveau, pour t'expliquer des espèces de bruits bizarres sur un fond un peu discontinu, de manière répétitive et sur un grand temps, ça procure une satisfaction profonde. C'est pas directement accessible à tout le monde. Dans presque toutes les cultures, il y a des choses comme ça qui existent. Mais il faut un haut niveau, pour le coup, d'éducation symbolique. Et il faut aussi qu'il y ait dans la vie culturelle des rites qui nous éveillent à cette dimension-là des choses. Mais ce qui est très beau, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas parce que la littérature s'occidentalise, non, c'est parce qu'il y a une émergence de ce que j'appellerais, moi, l'anthropologie rituelle fondamentale. C'est-à-dire qu'effectivement, prendre un enfant dans ses bras, veiller sur autrui, accompagner quelqu'un qui est en train de mourir, être auprès de quelqu'un qui est malade, se communiquer quelque chose d'exigeant et de difficile, reconnaître ses erreurs de manière telle à ce qu'on n'exagère pas de manière emphatique la responsabilité qui est la nôtre et en même temps on puisse recevoir le pardon ou l'excuse, enfin oui, une certaine, le fait que l'autre ne nous en tienne pas grief. Il y a toute, vous voyez, une espèce de ritualité de la relation amoureuse, une ritualité de la relation familiale, une ritualité de la souffrance, une ritualité. Et je suis très impressionné, moi, par ça. Alors, c'est ce qu'on appelle des signaux faibles. Il n'y a pas de pub autour de ça. Vous voyez bien le contraste entre espèce de ritualité superficielle qui veut être la néo-symbolique du monde contemporain, qui est que du bling-bling, quoi. Et puis cette ritualité, je dirais, universelle, qui est à bas bruit, et qui, à mon avis, est beaucoup plus significative. Et qui permet, on va y revenir tout à l'heure, aux cultures, de vivre de vraies mutations, parce que je ne pense pas qu'elles puissent les éviter. Je finirai par ça. Alors, troisième point de ce deuxième moment, c'est-à-dire cette nouvelle forme de ritualité, c'est que qu'est-ce qui, dans cette ritualité du quotidien, est le plus significatif? Alors, je vous l'ai dit, il me semble que c'est que, au fond, la manière dont les personnes inventent, se réapproprient ou réinventent, à travers les gestes, et notamment à travers le corps, une manière d'être présentes les unes aux autres. Je pense que, c'est pas un secret, mais la ritualité religieuse, quand elle est authentiquement religieuse, elle a pour finalité d'amener les personnes au plus près du mystère de Dieu et de la personne humaine. Donc aussi, elle a pour but d'amener les personnes au plus près les unes des autres, vous voyez, du mystère qu'elles sont les unes pour les autres. C'est ça le but de la ritualité religieuse. C'est que soit convoquée à la fois la proximité du divin, si possible sa bienveillance, et la proximité, la bienveillance, j'allais presque dire mystérieuse, enfin vous voyez, sacrée, des personnes les unes envers les autres. Et à l'inverse, on peut d'ailleurs porter un jugement du coup à la lumière de ça extrêmement dur sur la réalité religieuse, quand au contraire elle a tendance à isoler les personnes, à les enfermer dans de la symbolique et à les soumettre à une peur de Dieu. Enfin voilà, je fais référence à rien, je fais référence quand même à un passé récent qui chez nous était quand même pervers. Et si la réalité religieuse elle a pour but de faire que la personne n'a même plus moyen d'accéder à sa propre bonté, qu'elle n'a plus moyen d'accéder à la bonté d'autrui et que la bonté de Dieu, elle est précédée par une terreur de Dieu, comprenez, bonjour la ritualité symbolique, elle est tout simplement destructrice du rapport à Dieu, de la personne elle-même et du rapport à autrui.
Alors quand en plus elle prétend être la gardienne absolue de ces relations, ça devient carrément malsain. Et il faut le reconnaître, c'est une part de la déviance rituelle des religions, de manière classique d'ailleurs. Parce qu'elles représentent une possibilité de prise de pouvoir et d'homogénéisation aliénante, comme on est en train nous de le reconstituer de manière matérialiste, eh bien elles ont ce danger, toutes d'ailleurs, y compris le bouddhisme. Il ne faut pas croire que le bouddhisme est à l'extérieur de ça. Hein. Il n'y a pas de religion qui fait. Le bouddhisme, sous ce rapport-là, a une dimension religieuse. Et donc ce qui m'intéresse, alors si je pousse ça à l'extrême, je dirais même que là où la ritualité symbolique est la plus proche de la dimension religieuse, c'est là, c'est quand on est dans la compassion, c'est-à-dire quand on est dans le mystère de la souffrance de la personne humaine, quand on est, vous le savez bien, parce que vous savez que ça m'intéresse, dans les situations critiques. Qu'est-ce qui s'invente autour, quels sont les rites qu'on invente autour d'un mourant? Quels sont les rites qu'on invente autour d'une naissance? Quels sont les rites qu'on invente autour d'une décision difficile? Voilà. Quelle inventivité symbolique nous avons pour habiter ce qu'il y a de difficilement supportable dans les vies humaines par de la présence, de la lumière et de l'amour. Voilà, c'est ça les derniers enjeux. Le rite, c'est ça. À la limite, le rite, c'est d'essayer d'aller mettre de l'espérance là où il n'y en a pas, d'aller mettre de la lumière dans l'obscurité, d'aller mettre de la douceur dans la raideur, d'aller mettre de la chaleur dans la froideur. Voilà, c'est ça la finalité ultime de la ritualité religieuse. Sinon, elle rate son coup. La finalité ultime de la ritualité religieuse, c'est l'espérance. Ce n'est pas de se projeter dans un futur illusoire. Au contraire, c'est de générer de l'espérance là où il en manque. Et il me semble que, entre guillemets, après avoir été abandonné un temps par la réalité religieuse dans ces situations-là, nous sommes en train, là où il se passe des choses positives, de nous réapproprier la responsabilité que nous avons. Un exemple, le viatique. En gros, quand quelqu'un allait mourir, il fallait appeler le curé pour qu'il te l'envoie à de Patrem, quoi. Bon, les curés, ils ont des fois disparu. Enfin, le sacrement des malades, tout ça, on a voulu appeler sacrement, ça a disparu. Mais du coup, les gens, ils ont à charge ceux qui vont mourir. Alors dire mauvaise nouvelle parce que le sacrement des malades ou l'extrême-onction a diminué comme pratique. C'est vrai. Mais bonne nouvelle, c'est que maintenant, les gens s'aperçoivent que je ne peux pas mettre la mort d'autrui sur les bras de quelqu'un d'autre. D'accord ? Alors évidemment, troisième phase, c'est de s'apercevoir que oui, peut-être que j'aurais pour avoir besoin de Dieu dans ce moment où la mort d'autrui elle est dans mes bras aussi. Et que bizarrement, ça ne s'appelle plus la extrême-onction, ça s'appelle le sacrement des malades, dont la ritualité enveloppe et accompagne ceux qui accompagnent la personne qui souffre. Et que c'est un sacrement qui a autant d'effets dans ceux qui accompagnent que dans la personne concernée, évidemment. C'est un sacrement collectif, c'est un sacrement de la compassion collective. Ce n'est pas un sacrement du pauvre gars qu'il faut envoyer plus vite là-haut. Muni des sacrements, vous savez, avec la trousse de secours. Comme autrefois avec une pièce dans la bouche pour le Styx, quoi. Non mais c'est vrai. Et donc, on voit bien que, voilà, j'allais dire qu'il y a comprenez bien, il y a une redécouverte spirituelle de la ritualité, qui pour moi peut aussi préluder à un renouveau profondément religieux au sens profond, hein, comprenez bien, au sens philosophique, au sens humain, et évidemment aussi chrétien, je dirais, il y a une responsabilisation à l'égard de la symbolique qui nous unit les uns aux autres. Et donc je finirai en disant que finalement, l'effet de cette crise de la ritualité, sur les religions notamment, me semble bénéfique. Qu'il y a d'une part une perte de puissance rhétorique de la symbolique, de la ritualité religieuse, une perte de puissance culturelle. Le système des signes religieux est beaucoup plus ésotérique pour beaucoup de gens, par certains côtés. Et en même temps, il y a un réancrage dans l'engagement des personnes dans les gestes. Je prends un exemple très simple. Hein. Je vois bien, alors je connais mieux l'exemple du christianisme, hein, mais je pense que ça serait vrai même dans une vraie pratique de l'islam. Si vous contentez de pratiquer des rituels comme des espèces de formulaires dans lesquels il faut rentrer, dans lesquels s'opèrent des choses plus grandes, et vous y croyez, vous êtes chrétien. Vous faites rentrer quelqu'un qui n'a pas la foi du tout là-dedans, il ne va pas du tout, il ne comprendra rien de ce qui se passe là-dedans. Par contre, vous vous mettez à vivre ce que vous célébrez, c'est-à-dire où la ritualité, chacun se l'est appropriée. C'est-à-dire qu'en gros, chacun ne se contente pas de pratiquer des trucs qu'il ne comprend pas, mais a appris, et il faut du temps pour ça, à être partie prenante forte de ce qui se vit intérieurement et entre les personnes. Vous pouvez être sûr, là, vous avez quelqu'un qui débarque de l'extérieur, même s'il ne va pas comprendre tous les codes, il va comprendre qu'il se passe quelque chose. Et il va toucher quelque chose de la ritualité profonde. C'est très simple.
C'est d'ailleurs même vrai, je vous dis, c'est même vrai chez un bouddhiste. Moi, je me souviens avoir visité des monastères bouddhistes. Et ben, il y avait les deux. Il y avait des gens, moi, que je trouvais, vous voyez bien, qui pratiquaient de la méditation, mais une méditation qui les absentait tellement qu'ils étaient dans le même état, mais simplement par pratique intérieure, que les types avec leur téléphone technologique dans les oreilles. C'est absent, finalement, absent le gars. Plus là, quoi. Il n'y a plus d'abonnés, quoi. Des fois, vous en croisez, ils ont fait 3 ans, 3 mois de travail, ils s'en sont très fiers, sauf que dedans, ils sont un peu atténués dans le contact. Ils sont tellement dilués dans le grand tout, enfin, c'est pas le tout d'ailleurs, ils ont tellement éteint leur désir, qu'évidemment, parce que le désir, ça fait partie de la prise de contact. Hein. Tu n'as plus de désir, tu n'as plus de contact. Donc, ils ont tellement éteint le désir qu'ils vous regardent, mais de manière tellement universelle que vous êtes un objet universel. Quoi. Je ne plaisante pas. Hein. Et inversement, vous avez des gens comme le Dalai Lama qui ont laissé leur humanité prendre le dessus à la fin sur même d'ailleurs une part de ses croyances originelles. Hein. Et où là, il y a une ritualité intégrée. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment est-ce que on voit, alors vous voyez bien, là-dessus, cette redécouverte, une ritualité qui passe par le corps des personnes, hein, au sens personnel, sur le terrain de la religion, et cette ritualité quotidienne se retrouvent. Et elle se retrouve dans la manière dont le geste, mais vous voyez, dans le geste, c'est la manière dont le corps laisse lire les intentions du cœur à l'autre, et de la manière la plus large possible. C'est comme ça que ça. Pourquoi est-ce qu'on fait des rituels? C'est pour qu'on arrive à exprimer ensemble, jusqu'à travers le corps, une intention à la fois profonde et partagée. C'est ça le but. Donc c'est de partager la transcendance, quoi. La ritualité, c'est de faire part et de partager une certaine expérience de la transcendance. Et sous ce rapport-là, la famille peut être aussi un lieu de partage de la transcendance. Ce n'est pas parce qu'elle n'est pas, comprenez bien, explicitement religieuse qu'elle ne l'est pas fondamentalement. Vous voyez, pour dire ça, je trouve que c'est bien quand on récite le bénédicité. Mais c'est encore mieux quand, après l'avoir récité, si vous voulez, je ne sais pas trop quoi, on exprime par les mots, par la parole, la joie qu'on a d'être ensemble et d'avoir à partager ce qu'on va avoir à partager, plus encore que le fait que ça soit bon, puisque les Français sont des spécialistes du commentaire de la nourriture qui sont en train d'assimiler. C'est fait, on commente la nourriture, on dit que c'est très très bon, on remercie la personne qui les a fait. C'est plus rare qu'on se donne la liberté, parce qu'évidemment, les Français, dès qu'ils expriment des choses un peu profondes et bonnes, ils ont l'air un peu ringards, enfin, à leurs propres yeux, les pauvres gens. Mais vous voyez, de pouvoir dire, mais qu'en fait, on est heureux d'être là. Finalement, c'est incroyable que ça puisse être aussi, j'allais dire, aussi profond et simple. C'est le bénédicité, ça devrait être la même chose d'ailleurs. Réciter formellement son bénédicité pour se mettre à commenter le match de foot, les élections, les débats politiques et la bouffe, enfin et la nourriture, c'est un peu raté. Hein. C'est pour ça que dans les monastères, on se tait. Enfin, ça ne garantit rien d'ailleurs, parce que chacun peut penser des âneries dans sa tête et commenter son match de foot tout seul dans sa tête aussi. Hein. Mais vous voyez, ce que je veux dire, c'est que la ritualité du repas, c'est ça, c'est de partager quelque chose du fait que d'être réunis, c'est quand même assez miraculeux finalement. Que des êtres humains arrivent à communier un peu en profondeur les uns avec les autres, y compris à travers des gestes autour d'une table, c'est finalement, maintenant on peut le dire, c'est pas si courant que ça. Tous les parents rêvent ça dans leur famille, mais finalement on fait des bilans. C'est une fois tous les combien de semaines qu'il y a vraiment des repas profonds qui nous refont la santé et le cœur, dans lesquels on aimerait que ça soit tous les jours. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on ritualise un peu le repas, en attendant ne serait-ce qu'on soit autour de la même table et pas en mangeant sur un bar ou dans le frigo en allant se servir, dans l'espérance rituelle du moment où il y aura le petit moment de grâce où on ne fera pas simplement ça avec une certaine joie de se retrouver et en même temps en ayant du mal à quitter sa tête, et où tout d'un coup chacun quittera son petit projet, son petit truc pour se retrouver dans une vraie communion. C'est une ritualité, c'est ça le repas. Il faut beaucoup de repas ensemble pour que tout d'un coup, il y en ait un qui soit vraiment un moment de grâce. Et s'imaginer, parce qu'on va mettre des bougies et qu'on va bien boire, ça va créer l'ambiance, non, superficiel ça. Enfin, c'est utile, mais je veux dire, c'est pas d'avoir bu et de trouver que l'ambiance est sympa, ça donne l'illusion que c'est super sympa. C'est super, la superficie est super sympa, oui. Du coup, il se passe rien en profondeur d'ailleurs. Et encore, on espère qu'il se passe rien. Ça ne s'oppose pas à un canard, quand même, ils avaient 200 litres de vin, 600 litres de vin à la moitié du repas. Hein, donc,
J'avais des réserves, mais... Voilà, et donc je me disais que, que célèbre cette ritualité-là, comprenez bien, dans laquelle on franchit insensiblement la zone du quotidien tout bête, jusqu'à la dimension proprement religieuse. En fait, c'est des symboliques qui tournent autour de l'identité, de la rencontre et de la communion, c'est-à-dire de la diffusion du bien. Voilà, et je me disais que finalement, la crise de la réalité dans laquelle nous sommes est une crise qui pourrait être salutaire si nous trouvons dans cette ritualité du quotidien l'antidote, un peu comme David avec ses 3 petits cailloux, face au Goliath de la systémique symbolique absurde, et sans contenu d'ailleurs, du monde matériel dans lequel nous sommes, qui nous éborgne un peu à la marge, mais voilà, mais dans lequel on n'est pas obligé de mettre son âme. Mais vous voyez bien, il faut l'arracher son âme de là, il faut bien la mettre quelque part. Si je ne la mets pas dans la ritualité, si mon corps et mon image et mon imagination et ma volonté, mon affect, il n'est pas mobilisé là-dedans, ben il se fait bouffer par le système. C'est par absence de sens qu'il est nourri par le reste. Vous voyez, je pourrais dire ça. C'est une manière de l'arracher au vide, quoi. À vous les questions. J'espère que ce n'était pas trop abstrait, hein, mais... On a besoin de toute façon d'une ritualité, et donc si on refuse cette ritualité artificielle de la société de consommation et du langage de l'image, il faut effectivement trouver autre chose dans les gestes de la vie quotidienne. Ça me paraît, enfin entre autres, hein, et aussi dans la religion éventuellement. Je trouve ça très bien. Il me semble que vous avez quand même un peu schématisé la situation en ce qui concerne la société de consommation. Je pense que c'est ce que vous dites, c'est vrai comme idéal type, comme modèle, mais il y a quand même énormément de gens que je connais qui ne sont pas, à mon avis, bouffés par l'image, par le désir d'avoir des objets, les derniers objets. Et d'ailleurs, ceux qui sont comme ça, qui sont exactement comme vous le décrivez, on les voit bien et on se moque d'eux, en fait. Alors, c'est vrai. Enfin, je prends ce dernier point d'abord, hein, puis je vais revenir sur le premier qui est plus important, mais c'est vrai, mais c'est pas parce que vous n'êtes pas addict des produits de marque que vous n'êtes pas addict de leurs produits dérivés. Enfin, vous voyez, je peux vous dire ça. Oui, vous n'avez pas acheté la marque, mais n'empêche que la marque, elle vous a suffisamment impacté pour que malgré tout, vous achetiez la sous-marque. C'est-à-dire que, ne serait-ce que par résignation, je n'ai pas trop le choix. Les gens qui arrivent à consommer purement à l'aveugle, ou purement rationnel, je ne les connais pas, moi. Donc, vous n'avez pas... Alors peut-être que vous n'allez pas faire les courses, mais... parce que si vous allez faire les courses, eh ben vous avez la chance qu'il y ait des gens qui font les courses pour vous. Ah non, mais je comprends, mais le shopping, c'est... Et quand vous achetez une voiture, vous faites comment? Vous tirez à pile ou face, ou vous demandez à quelqu'un d'autre de choisir pour vous? Quand vous achetez quand vous achetez vos vacances? Non, c'est pour dire que je suis d'accord que je l'ai montré de manière caricaturale, pour montrer le fonctionnement, et vous avez raison, c'est l'idéal type. Et bien sûr qu'il faut espérer qu'il y a une part de nous qui n'est pas dans la matrice. Mais moi je dirais dans l'autre sens, ne rêvons pas, il y a une part de nous qui n'arrivera pas à sortir de la matrice. Le tout c'est de dealer avec elle. C'est ce que j'aime bien dans Matrix volume 3. Hein. Parce que quand on regarde les deux premiers épisodes, on se dit, bon, vous voyez pas Matrix, non? Ah là là là. Ah non, mais c'est capital. En gros, il n'en mourrait pas, mais tous en étaient atteints. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait une part de mon imaginaire et de ma mémoire qui soit sollicitée par ce système d'image et de représentation, je ne peux pas l'éviter. La totalité de votre imaginaire de vous balader dans la rue, tout est fabriqué par ça. Les comportements des individus, la manière dont ils sont habillés, les jeunes que vous croisez, vos enfants avec qui vous discutez, enfin tout. L'achat des bouquins de classe, voilà, tout. Et donc, j'allais dire, alors à moins de vivre tout nu dans le désert, il faut être tout seul, enfin, vous voyez, voilà, mais
sans médicaments, vous n'allez pas survivre très longtemps. Donc, mais je dis ça parce que même au désert, vous débarquez dans le premier village et vous retrouvez l'antenne parabolique, le machin, la pub, le truc, le chose. Et donc, de toute façon, il y a une partie de nous qui est mobilisée par ça. Il y a même une partie de nous qui doit travailler là-dedans. Parce que vous êtes chef d'entreprise, il va bien falloir que vous fabriquiez des choses. Et si vous ne respectez pas un minimum des lois du système, là, tout simplement, vous êtes mort. Vous n'employez plus personne, vous n'avez plus qu'à aller, voilà. Et donc, le tout, c'est d'apprendre à ne pas être dupe de la partie de nous qui est inévitablement dans ce truc-là, et qui en est pour une part complice, même si c'est de manière minime, mais qui en est quand même complice. Parce qu'on est tous atteints par des fragilités humaines qui fait que le système, il sait très bien s'infiltrer dans mes failles. Et donc, s'il y a une partie de moi qui est inévitablement là-dedans, ben c'est en manquant. Alors là, je suis d'accord avec vous. Il y a des gens qui ont commencé à choisir, enfin, il y a des gens qui ont essayé de ne pas trop se faire manger par le truc. Ça ne suffit pas. Il faut accepter, faut une démarche de réancrage. Sinon, ce n'est pas vrai. Sinon, je vous dis, on est… alors oui, il y a une partie de nous peut-être spirituelle, qui n'est pas complètement mangée par le truc, mais finalement, on perd une énergie dingue à lutter contre ce système au lieu de générer des anticorps par réancrage. Alors, je pense que le réancrage dans ce que j'appelle la ritualité quotidienne, relationnelle, familiale et autres, elle va générer une part d'anticorps qui va me permettre voilà, de m'en tirer à peu près et d'aider les autres à s'en tirer à peu près, et en s'y mettant à plusieurs, on s'en sort mieux d'ailleurs, dans cet espace-là. C'est pour ça que je pense que la manière de se rendre, je pense qu'on va aussi vers des modes de solidarité. Parce que l'un, il ne va pas se faire piéger par le fromage, mais il va se faire piéger par la bagnole. L'autre ne va pas se faire piéger par la bagnole, mais par le dernier gadget électronique ou le machin 4G. Le type qui ne va pas se faire piéger par la 4G, il va se faire piéger par le marketing sur l'école de commerce pour son fiston, qui a toutes les apparences exactement comme on lui vend un produit de luxe. Donc, et donc, je pense là-dessus qu'à la coopération. On n'est jamais indemne. Moi, je vois bien dans un couvent, vous en avez, il n'y a pas de problème, il peut aller évangéliser les quartiers chauds. Voilà, c'est pas, par contre, il ne faudra pas qu'il touche à la bouteille, il faudra qu'il soit sur surveillance de ses frères quand il s'agit de boire. Dans un d'autres, il n'a pas de problème avec la boisson, mais il ne faudra pas qu'il se balade trop sur Internet, parce que sinon, il va y avoir des trucs pas tout à fait qui sont évangéliques, d'accord. Le troisième, il peut aller au supermarché, mais pas le quatrième, parce que le quatrième, il va au supermarché, il revient avec plein de choses qui n'étaient pas prévues d'acheter. D'accord. Il y en a, il ne faut pas qu'ils s'occupent des grands-mères parce qu'elles l'énervent à un point qui finit toujours par devenir agressif avec elles. Et l'autre, il n'y a pas de problème, il est tout à fait gentil. Et le troisième, il ne faut pas parce qu'il devient gâteux avec les grands-mères. Voilà, c'est tout. Ben, c'est ça la vie collective. Quelles sont mes limites, quelles sont mes addictions et où j'ai besoin d'autrui. Je pense personnellement, c'est pour ça que je parlais de ritualité, qu'on ne s'en sortira pas sans développer ce que j'appellerais même de… Je ne sais pas comment vous dire ça, c'est coutumes collectives par lesquelles on va finir dans un groupe plus large que simplement la famille nucléaire. Voilà, vous voyez, à développer une symbolique alternative. J'en parlais avec des jeunes tout à l'heure, de la sexualité. Si la sexualité, si le corps, il ne devient pas l'objet dans les familles, dans les relations qu'on a les uns avec les autres, pour les jeunes, d'une ritualité alternative à la ritualité fantasmatique, autodestructrice dans laquelle ils sont inondés par la culture et les médias, les pauvres gamins, ils sont morts. Hein. Moi, ils me font penser, vous savez, aux gamins que Khomeini a envoyés sur les champs de mines avec une petite croix du paradis au cou. Souvenez-vous de ça. Hein. Voilà. Il a récité un poème mystique et il les a envoyés sur les champs de mines. Ben, on est en train de faire pareil si on ne fait rien. Et d'ailleurs, ils en sont tout à fait d'accord. Hein. Voilà. Donc c'est pour dire que, je vous dis, dans un supermarché, vous driblez sur le deuxième coup, puis le troisième, vous faites avoir. Je pense qu'on ne peut pas… Moi, je suis très sensible à ça. Je n'ai pas mis les pieds dans un hypermarché pendant 20 ans. Là, je suis dans un petit prix, donc j'ai dû y retourner. Oh, le truc. Alors si… Moi, j'ai trouvé un seul truc, c'est de faire les trucs à l'envers. Vous voyez, vous faites dans l'autre sens. Et là, bizarrement, plus rien n'a le même sens. Vous faites Ikea à l'envers. Je ne sais plus ce que j'ai fait. Je fais un supermarché à l'envers. Parce qu'évidemment, il y a un sens giratoire. Enfin, oui, et bizarrement, alors là, tout d'un coup, vous voyez l'anarchie symbolique du truc. Quoi. Vous voyez bien que c'est comme Tintin chez les soviets. Vous êtes dehors de l'autre côté du décor. Et là, vous percevez que ça ne va pas du tout, cette histoire-là. Alors qu'à l'aller, on vous balade dans une espèce d'aventure, try again later, rejoue ta vie une deuxième fois. Et moi, je dis, de temps en temps, même une mère de famille aguerrie, si vous voulez, elle évite les 2 premiers coups, c'est comme les jeux vidéo, là, mais à la troisième, elle s'en prend plein la figure. Ça. Et elle n'est pas toujours lucide là où elle est attendue. Non, mais vous voyez, et soyons clairs, la société de consommation est devenue un grand jeu de ce type-là. Sinon, on n'aurait jamais toléré qu'à Paris ou à Lyon, je ne sais pas comment c'est à Grenoble, vous n'ayez pas plus de 50 mètres, même pas, vous n'avez pas plus de 40 mètres sans une pub.
À Paris, quand vous vous baladez dans la rue, il n'y a plus d'espace visuel de plus de 5 minutes de marche dans une pub. Je ne sais pas si vous voyez le confort et le silence visuel dans lequel on était il y a 30 ans. C'est un peu la même chose chez vous. Hein. Oui, c'est ça. Dans le métro. Voilà, là c'est un peu plus... baladez-vous dans Grenoble, vous êtes assez fort là-dessus. Hein. L'occupation des espaces visuels publicitaires, elles sont bien faites chez vous. Hein. Difficile, je vous dis, de faire 20 mètres sans s'en prendre un dans la tête. Voilà, donc c'est pas grave. On est dans Las Vegas. On peut avoir une chapelle et un oratoire dans Las Vegas. Hein. On peut aussi être une famille qui vit à Las Vegas. Le tout, c'est qu'il ne faut pas savoir, il ne faut pas rêver qu'on est ailleurs qu'à Las Vegas. Et évidemment, si je l'ai chargé, c'est parce que je pense qu'il faut le prendre avec un peu d'humour. Beaucoup de lucidité, un peu d'humour. Les Anglais font ça un peu mieux que nous. Voilà. Oui. Enfin, plus dedans. Pas dans le symbole. On est les champions du monde. Je suis sûr, mais j'ai comparé là-dessus. Non. Eux, leurs pubs, elles n'atteignent pas la théologie chrétienne. Elles ne jouent pas sur la transsubstantiation, le sacrifice du Christ, le sang du Christ, la Vierge Marie, l'Immaculée Conception et la virginité de Marie. Non, elles ne jouent pas là-dessus. Nous, nos pubs, elles sont à fond pour 80% à ce niveau-là. Vous ne les voyez pas, hein, je ne vais pas vous le faire... J'ai fait ça une fois avec une dame de... Mais la pub, il faut prendre un peu de temps. Une fois, j'avais une dame comme ça, Télérama, qui me dit, vous exagérez. J'ai dit, donnez-moi un Télérama. Donc, on ouvre le Télérama. C'est une journaliste. Je dis, vous voyez cette pub-là? Elle me dit, oui, alors? Je dis, regardez-la bien. Au bout de 5 minutes, avec 2-3 minutes, elle est devenue rouge comme une pivoine. Je dis, vous avez vu? C'est tout. C'était parfaitement pornographique. Pas à première vue, du tout. Pas du tout. Et l'approche était sans aucune, puisque l'approche était, je ne pense qu'à ça, c'était sans aucune équivoque. C'était pour une voiture. Et les gens, et les créatifs assumaient parfaitement. Enfin, quand vous savez ce que c'est que... Bon, voilà, il ne faut pas rêver. On ne peut pas s'amuser à aller solliciter des gens qui n'ont plus envie d'acheter grand-chose. Vous n'avez plus envie d'acheter grand-chose. Il faut bien qu'on vous y aide. Et comme on ne va pas se mettre à genoux, ça ne marchera pas. Il faut bien qu'on aille chercher dans des registres qui vous atteignent. Comment vous voulez qu'on touche des registres qui vous atteignent quand on est français, si on ne travaille pas sur de la symbolique fondamentale? Vous voyez des Français qui croient quelque chose sans que ça touche de la symbolique fondamentale? Moi, j'y crois pas. Non. Il y a fini de l'Église, donc la symbolique, il faut qu'elle soit très sérieuse et très dogmatique. Je peux vous dire, c'était très marrant. Il y avait il y a le catéchisme dans la publicité. Il n'y a pas d'erreur. Hein. Il n'y a pas 4 personnes dans la Sainte Trinité publicitaire, il y en a 3. On est ou dans le monothéisme ou dans la Trinité. On n'est pas dans le quaternaire. On n'est pas dans le yin et le yang non plus. Ça ne marche pas trop bien. Ben voilà, je ne vais pas vous le montrer, mais... Regardez, une pub, ça a pour but de vous révéler gratuitement un des moyens du salut, non? Ça vous évangélise, ça vous annonce gratuitement et de manière éclatante l'objet qui miraculeusement, simplement par son acquisition, va opérer en vous des guérisons. C'est tout. C'est quoi ça? Mais nous, je pense tout simplement, on l'a tellement intégré. C'est Jean-Marie Domenach qui disait « Une idéologie n'est jamais aussi forte que quand on s'en aperçoit plus ». Voilà. Et là, nous, on est dedans. Moi, je dis, on est juste dans l'addiction, enfin, dans l'accoutumance. Bon, c'est pas grave, hein. Si on en sourit. Et puis, je lui dis, c'est marrant, dans une famille, on peut en rigoler. L'idée de voir la petite sœur de 4 ans qui commence à être addicte, on peut en rigoler. Celle de 4 ans, elle peut aussi rigoler, d'ailleurs, celle de 17 qui est aussi addicte qu'elle, mais elle ne l'a pas vue. Et puis la grand-mère et la maman, enfin, on peut aussi, vous voyez, s'amuser. Si vous le prenez avec humour, c'est pas très marrant de voir ces failles révélées avec humour. Je pense que dans ce domaine-là, c'est tellement énorme que c'est plus facile. La tête de papa, qu'il s'agit d'acheter la nouvelle voiture, ou le dernier gadget, qui tout d'un coup, très 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 préoccupé de ça, pas tellement des courses du dimanche, où il faut ramener 2 caddies. Là. Bon, c'est vrai, hein, c'est un drôle de monde, on ne peut pas souhaiter sa disparition, mais quand même, c'est là encore, cette espèce de monde bizarre, où on accumule les objets. Dernière question. En étant
commercial dans un grand groupe, comment faire pour pas déprimer après. On se rend compte parfaitement que il y a un côté très pervers, certes, mais après, par le travail au quotidien, je sens que. Alors moi, je dirais que ça n'est pervers que si on ne le voit pas. Une fois qu'on l'a vu, c'est pas pervers. Mais la perversion, elle avance masquée. Moi, je trouve que ça avance pas masqué. Tu vois que vous avez démasqué. Je vais vous prendre une analogie. Comment dire ça vivre dans la nature, devoir survivre en étant soumis aux lois de la nature comme on l'était encore jusqu'à il y a 100 ans, c'est extraordinairement violent, non? Il faut du temps avant de lire les signes de la météo pour être capable de préserver sa moisson. Enfin, vous voyez, je veux dire, c'est dur de vivre dans le monde, dans le cosmos à l'état brut. Nous, on s'est fabriqué, on s'est dispensé de cette violence-là. Et tant mieux pour nous. Aujourd'hui, on n'est pas menacé de famine parce que les greniers vont brûler ou parce que le blé n'a pas poussé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand même, en l'espace de 200 ans, on s'est sorti de la menace directe. Bon. Qu'on apprenne à vivre avec une menace d'un autre type, qui est la menace des symboles, au lieu d'être menacé par les éléments naturels, c'est simplement une question d'apprentissage, c'est tout. C'est pour ça que moi je le prends beaucoup plus légèrement que ça. Sur le coup, on est très offusqué. Mais exactement comme un bourgeois qui aura vécu dans un monde aseptisé, qui tout d'un coup se remet à Koh-Lanta à devoir gagner à gagner sa survie face à la nature. Oui, c'est violent, par contraste. Mais une fois que vous avez décrypté les choses, voilà, je vous dis, si vous prenez la lucidité, vous pouvez traverser la rue sans vous faire écraser par les voitures. Vous y arrivez d'ailleurs. Il y a 200 ans, on n'avait pas besoin de faire attention de passer. Enfin, il y avait des chars à bœufs, mais c'était moins dangereux que les voitures. D'accord? Et donc concrètement, voilà, on a appris à vivre avec ce danger-là. Vous êtes à Paris, vous faites du scooter, vous risquez votre vie tous les mètres. Faites du vélo, à Paris, vous risquez votre vie tous les centimètres. C'est tout, vous l'assumez. Vivre dangereusement dans l'espace symbolique, ça ne me paraît pas gênant pourvu que je me forme. Et j'ai dit que la formation, elle doit se faire par ce qu'on devrait faire à l'école, et qu'on personne fait ça, c'est pervers, qui est le décodage de l'image, et la lecture, et la repérage de son omniprésence. D'accord ? Et deuxièmement, l'ancrage. C'est-à-dire choisir un ancrage symbolique qui me permettent de me libérer de l'aliénation à l'égard de ce système-là. Après ça, que vous rentriez dans un hypermarché ou dans, je ne sais pas comment ça s'appelle, les montagnes de la mort à Euro Disney. Quand vous rentrez dans le machin qui fait peur, vous savez que vous allez avoir peur. Mais vous aimez bien vous faire peur. Dans l'hypermarché, vous programmez, quoi. Vous savez que vous rentrez dans un espace délicat qui n'a qu'une seule finalité, c'est de vous faire payer plus. Bon, c'est fatigant, je suis d'accord avec vous. C'est inutile. Ça fait partie du système, de toute façon. Voilà, donc moi je le prendrais de manière plus tranquille. Et puis après ça, dans ma pratique commerciale, savoir quels sont les endroits où j'accélère la perversion, quels sont les endroits où je fais avec. Vous voyez, je suis dans du raisonnable. Quand vous conduisez en voiture, en ville, vous ralentissez pas à la vitesse telle que n'importe quel imprudent puisse débouler entre n'importe quelle voiture sans rien se faire contre votre voiture. Voilà. Donc vous-même, vous êtes dangereux pour les autres. Vous voyez, il y a un niveau de danger collectif. Donc moi, je pense qu'il faut faire ça, il faut assumer ce risque. Donc vous dirigez un hypermarché, voilà. La question est de savoir jusqu'où vous êtes complice du système, comment vous êtes lucide et comment est-ce que, voilà, peut-être que vous allez vous débrouiller précisément pour gaspiller moins de nourriture, par exemple. Pour moi, c'est une vraie question. Parce que ça fait partie de l'ensemble de la logique que de ne pas pouvoir, du coup, travailler en flux tendu réel sur des objets, vous voyez, à cause de la multiplication des objets de choix. Voilà, le jour où les gens qui s'occupent de la grande distribution se remettront en cause et diront il est désormais temps d'organiser des services d'utilisation de la nourriture non gaspillée et sa réduction. Voilà. Je voudrais simplement apporter un témoignage pour indiquer que le système est variable d'un pays à l'autre, notamment dans des pays assez proches. Cet été, j'ai eu la chance d'aller au Danemark
Et puis au Danemark, je peux vous dire qu'on peut traverser la plus grande place de Copenhague, les yeux fermés, sans se faire renverser par une voiture, par exemple. On roule tranquillement et aussi sur les routes, on ne voit pas de publicité. Et donc là, c'est un peu gênant des fois pour trouver ne serait-ce qu'une banque, même avec un GPS, on ne trouve pas le guichet automatique. Il est caché quelque part, mais on ne le voit pas. Et c'est assez surprenant et en même temps, c'est très reposant. Tout à fait. N'ayez pas peur de votre lit quand vous allez vous coucher ce soir, de votre réveil, de votre penderie, de votre machine à laver, en vous disant ça y est, vous mangez. Vous avez beaucoup parlé de l'ancrage. Est-ce que vous pouvez donner des pistes en dehors de celles que vous avez déjà données? La famille, la vie associative, vous voyez, je veux dire, des enfants qui vont au scout ou bien simplement un groupe d'amis qui se retrouvent régulièrement pour je sais pas, aller à la chasse ensemble ou aller en vacances ensemble. Tout ce qui va fabriquer de la ritualité dans la convivialité. Voilà. Et il me semble que, alors oui, je vous dis, la vie associative, la vie familiale, j'en ai pas parlé, mais mettre à sa place le sport, par exemple. Aujourd'hui, le sport est récupéré. C'est une espèce de... On est dans de la paraliturgie aujourd'hui. Les Jeux Olympiques, c'est l'équivalent des JMJ, quoi. Et donc, après ça, il y a dans la vie de tous les jours. Et dans la vie de tous les jours, je pense qu'il y a tout doucement un mouvement culturel qui va s'amplifier, qui va vers une certaine sobriété. Qui est effectivement ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dépenser son argent, mais autant le dépenser pour les autres, si on n'en a pas vraiment besoin pour soi. Et donc je pense que tout doucement, on va arriver à une espèce d'écologie de l'espace domestique. J'ai discuté l'autre jour avec des gens de Télécom et je leur disais qu'à mon avis, il ferait mieux d'être en avance d'un wagon, parce qu'aujourd'hui, la supraconnectivité, c'est-à-dire en gros avoir des écrans, être tout le temps connecté en permanence à un niveau de haute définition sur tous les écrans. Je dis ça, c'est déjà fini. C'est déjà tellement agressif que vous devriez vous proposer de protéger les consommateurs plutôt que de continuer à les aliéner. Voilà. Et donc je pense qu'on va vers ça. On va vers le fait qu'on génère de plus en plus d'anticorps sur des petits et des grands objets. Voilà. Je pense que ça basculera à un moment donné, peut-être pour des raisons économiques, peut-être aussi pour des raisons culturelles, parce que aujourd'hui on n'a pas trop de chiffres, mais on sait que tout ça, ça esquinte tout le monde. On sait qu'aujourd'hui le stress est une cause majeure de cancer. Le stress, il est causé notamment par la sollicitation et l'interactivité permanente dans laquelle je suis à l'égard de choix inutiles, secondaires mais multiples. Parce que d'être tout le temps dans l'alternative multiple, c'est épuisant. Et d'être sous pression dans la rapidité de choix multiples, c'est épuisant. C'est une cause de stress énorme. Voilà, donc je pense qu'il y a des endroits où on va commencer à s'attaquer à l'écologie de la personne. On n'a pas encore tout à fait les outils pour ça, parce que ce n'est pas tout à fait uniquement la psychologie, voilà. Comportemental, c'est... Voilà, de la manière que le nombre d'images de violence qu'absorbe un enfant par semaine, enfin, ces choses, on commence à prendre... On a mis du temps avant de s'apercevoir qu'on était en train de déséquilibrer le climat planétaire. J'espère qu'on ira plus vite pour s'apercevoir qu'on déséquilibre les écosystèmes sociaux et psychiques internes. Voilà. Et donc je pense que c'est par là qu'on s'apercevra que, oui, il faut régulièrement être en état de sevrage, sevrage du système aussi. Débrancher son téléphone et ses écrans, aller vivre une semaine sans écran. La semaine de carême sans écran. On va dire, c'est pas possible, il ne faut pas sortir dans la rue. Voilà, donc c'est de cet ordre-là. C'est vraiment de revenir au plus près de ce qui fait la vie corporelle, j'allais dire. La vie relationnelle. Et regardez, dès qu'on commence dès qu'il y a une qualité relationnelle entre les personnes qui augmente, on voit bien que les outils technologiques que les images viennent parasiter ça. C'est vrai, dès qu'on commence à accepter les membres de notre famille, les gens avec qui on vit, avec leur fragilité, leur simplicité, qui n'ont pas besoin de paraître, de jouer des rôles, dans une espèce de ritualité comportementale, mais on ne supporte plus ça. Enfin, oui, on aspire à cette espèce de simplicité et on voit bien que trop d'écrans informatiques, trop d'iPhone et iPad et machin truc, ça vous apparaît simplement comme
à la fois pathétique, ridicule et néfaste. Et donc je pense qu'aussi, c'est comme dans Matrix, on aide les gens à... C'est par contagion du bonheur, par contagion du plaisir et du bonheur que les gens sortent de ces addictions. Oui, je dirais, c'est bête, c'est prendre le temps de faire ce qu'on fait à fond. On sait bien, c'est simplement une sortie de famille, quand on a pris le temps de se préparer son pique-nique, enfin, oui, c'est bien de s'arrêter chez McDo de temps en temps, mais oui, très bien, mais de préparer ce qu'on va faire, de le vivre ensemble, de prendre le temps de le savourer, d'en parler. Voilà, on a de l'or dans les mains et on ne l'utilise pas. Vous voyez, je veux dire, on est dans le fast-food. Donc on ne prend pas le temps, quoi. Alors ça veut dire aussi accepter des dérégulations rythmiques. De rentrer dans de la lenteur. Moi, je pense que c'est les personnes âgées qui devraient nous aider à ça. Leur lenteur devrait nous servir, vous savez, on fait du tai chi, on fait de la lenteur. Et je me dis, c'est dommage, on a les vieux, ça suffit, il n'y a pas besoin de faire du tai chi en plus. Marche à leurs pas, tu veux voir. Enfin, c'est bête, hein. Donc on les a, les antidotes, mais il y a toute une espèce de... On est quand même pour l'instant dans un système socio-psychologique, psychosocial, qui est quand même centré sur, moi, ce que j'appelle l'égocentré narcissique régressé. C'est-à-dire qu'en gros, l'égocentré, c'est que moi, d'accord ? C'est uniquement centré sur moi. Narcissique, parce que le but, c'est de me renvoyer que des images de moi, qui fait que de toute façon, rien ne passe avant moi. Et régressé, parce que c'est de l'ordre des pulsions primaires. Freud vous dirait, c'est plaisir anal, plaisir buccal, c'est vraiment des plaisirs très, très, c'est le sein maternel, c'est très primaire, hein, c'est psychologiquement très, très régressé. C'est pas très élaboré comme plaisir. Voilà. Et donc, c'est pour dire que je pense que ça, on est au bout, là, qu'on va devoir repasser, il ne s'agit pas du paradis, mais de repasser à une manière de vivre dans laquelle l'interrelationnalité soit plus forte, une part de renonciation à son narcissisme, met de l'oxygène dans la personne. Enfin, voilà. Le jour où j'ai osé prononcer le mot de sacrifice, ça fait 30 ans que j'hésite. Hein. J'ai dit que je pensais que dans une entreprise en situation de crise, il fallait que l'ensemble des membres de l'entreprise, et notamment les dirigeants, soient prêts à des sacrifices. Parce que j'avais l'image de la manière dont Cathay Pacific a sauvé sa boîte. Au moment où vous vous souvenez de la grippe aviaire, les gens, je crois, ont réduit leur salaire tous de plus de moitié. Ils ont tous sabré, tout. Donc tout le monde a fait des sacrifices. Et évidemment, à proportion des salaires en plus. Et je me disais, mais c'est juste quitter le narcissisme. C'est juste de dire, mais au fond, finalement, miser sur le bien commun, ça peut être aussi un bénéfice. Parce que plus je suis narcisse, plus j'ai peur, bien sûr. Parce que plus je suis menacé. Est-ce que vous pensez à ce moment-là que la crise lente dans laquelle on est peut-être un facteur bénéfique? On voit par exemple les Grecs qui ont remplacé leur économie déprimée par des activités de services échangées et rendues les uns par rapport aux autres. Ça me semble clair, moi. Ça me semble très très clair que de mille manières, hein, là je me suis concentré sur la ritualité, mais de mille manières, on est en train de voir la situation limite de ce qu'on a fabriqué. Et je pense qu'on est déjà, ce n'est pas encore visible, puisque la visibilité, elle est sous le contrôle du système de symboles dont je vous ai parlé. Mais, donc on n'est pas encore dans la visibilité collective, mais je pense qu'on est déjà dans la multiplication importante de la génération d'anticorps. Voilà. Et moi, je trouve ça positif. Alors, il y a un moment donné où on va pouvoir s'emparer ponctuellement, c'est comme dans la guérilla, hein, voilà, d'espaces de parole dans lesquels on pourra le faire savoir. Vous avez remarqué, j'ai fait un grand effort pour ne pas commenter les questions des lois autour du mariage, parce qu'évidemment, j'étais en plein dans mon sujet de A à Z. Hein, mais... On est en plein dans la ritualité, on est en plein dans la symbolique, on est en plein dans le rapport au corps, voilà, je commenterai, mais on est en plein dans la question. Que fait-on symboliquement? Que sommes-nous en train de défendre ou de faire symboliquement? C'est capital.
Bonne nuit.